Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Spoilers. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission un petit peu spéciale, un hors-série même. Pour l'occasion, nous n'avons pas Briac qui est d'habitude dans l'émission. Il est dans d'autres contrées, mais Guillaume, vous l'entendez déjà, il est avec moi. Comment tu vas, Guillaume ? Ça va très bien, très content d'être là. On est très content de reprendre avec du coup ce format. De par l'absence de Briac, on s'est dit on ne se laisse pas abattre, on va quand même trouver tout plein de bonnes choses à vous raconter. Et pour l'occasion, nous sommes très heureux d'accueillir Nora Boisouni. Bonjour. Ça va, Nora ? Bah ouais, je suis contente d'être là, merci pour cette invitation. Bah, merci beaucoup pour te présenter un petit peu. Tu es journaliste, écrivaine et traductrice. Tu écris sur des sujets variés tels que, entre autres, le genre, l'alimentation, le cinéma et les séries télé. Voilà, c'est surtout ce dernier sujet évidemment qu'on va principalement aborder dans cet épisode, puisque depuis septembre 2021, tu es rédactrice en chef et animatrice de l'émission hebdomadaire Story Série sur OCS dont on a maintes fois parlé dans cette émission, et on a pu t'y voir par exemple notamment récemment faire une visio avec M. Night Shyamalan. On vous conseille d'aller jeter un œil. Il est très très sympa. C'est ce qu'on appelle un très bon client dans le jargon journalistique. C'est quelqu'un qui est sympa et qui déroule, qui a des choses intéressantes à dire, qui est hyper agréable à interviewer. Bah, dès cette petite intro, on apprend son amour pour la langue française. Voilà. Donc c'est effectivement quelqu'un qui a l'air très sympathique, qu'on aimerait évidemment beaucoup avoir dans Spoilers. Hein. Tu as eu cette chance avant nous, évidemment. Voilà, bah écoute, on va discuter un petit peu du coup de ton parcours et puis de tes goûts en matière de science-fiction, de fantastique, voilà, un petit peu tout ça, de fantasy. J'ai envie de commencer par une question très large. On commence souvent par cette question-là, c'est tout simplement quel est ton premier souvenir, s'il y avait un souvenir préliminaire en matière de série justement SF, fantastique, fantasy, qu'est-ce qui te vient en premier en tête ? Eh ben il y en a plusieurs, mais c'est le même, on va dire. C'est un peu la même chose, parce que c'était la même après-midi, c'est la même chaîne, c'est Sliders, Les Mondes Parallèles et Code Quantum. Oui. Voilà, sur M6, ça c'était vraiment, je loupais pas. Et puis, Demain à la Une aussi. C'était vraiment, voilà, c'était le même après-midi, je crois, enfin dans ma tête tout s'est mélangé. Le samedi ou le dimanche, le samedi, je crois. Il y avait aussi V à l'époque, enfin c'était vraiment, M6, c'était notre dealer officiel de super chouettes séries télé. Avant que les autres chaînes s'en emparent, notamment sur la télé publique, quoi, gratuite. Et vraiment, Sliders, je trouvais ça incroyable. Et Code Quantum, c'est une de mes séries préférées de l'univers. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs de séries SF. Et après, il y a eu X-Files, Buffy, tout ça, mais un petit peu après. Ouais, t'étais pas encore complètement dans ces univers-là. V, moi j'ai pas de souvenir particulièrement de V. Par contre, Sliders m'a quand même pas mal marqué, j'avoue. C'est Demain à la Une, c'est le concept qui était qui est resté assez fascinant. V, et toi Guillaume, ça te... Que ça soit la version originale ou la version le reboot, j'ai pas eu l'occasion de me pencher sur ces épisodes-là. Mais voilà, tout l'univers, l'imaginaire, on va dire reptilien, a depuis un petit peu fait son chemin, et il y a toujours maintenant sur Internet des images de ces fameux personnages dont on voit derrière la peau humaine un semblant de peau de lézard et tout ça. Donc l'imaginaire de V est hyper puissant. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait eu tant de saisons et d'épisodes que ça. Ça fait partie de ces séries qui ont vachement marqué, alors que au final, voilà, il n'y a pas eu un univers déployé qui était vaste en termes d'épisodes, quoi. On a le sentiment que ça a duré très longtemps, mais en fait, je pense que c'est surtout des rediffusions qui nous ont permis d'apprécier ça. Même Sliders, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de saisons. Je sais pas du tout, mais j'ai l'impression quand j'étais gamine et que je regardais que en fait, c'était l'époque où on regardait des séries et on savait même pas si c'était dans l'ordre. Et oui. Aujourd'hui encore, ils nous font le coup à la télé, hein. Mais c'est surtout ces séries dont, alors, j'ai vu la fin de Code Quantum adulte, c'est-à-dire que j'ai téléchargé. Parce qu'en me disant, mais en fait, j'ai jamais vu la fin de cette série, comment elle finit. Et c'est les séries enfants, en fait, c'était tellement long et diffusé n'importe comment, parfois, que je crois qu'il y a plein de séries donc je crois que j'ai jamais vu la fin de Sliders, par exemple. Mais comme la fin de Stargate SG1, je crois que j'ai jamais vu comment ça se finissait. Enfin, un petit peu flou dans ma tête. Non, c'est les séries cultes, effectivement. Parfois, on tombait par hasard sur ce dernier épisode, justement. Oula! Alors attendez, oui, c'est particulier. On avait eu déjà le plaisir de t'accueillir dans notre calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Spoilers en décembre, où tu nous avais parlé de la 4e dimension. Et oui, cette
incroyable série d'anthologie dont j'ai pas du tout aimé le reboot pourtant par Jordan Peele. J'ai trouvé ça quand même relativement mauvais en fait. Donc il y a des choses auxquelles il ne faut peut-être pas s'attaquer. Comme j'ai très très peur pour Chair de poule par exemple, qui arrive bientôt, qui a déjà été tenté. Twilight Zone c'est sublime, c'est formidable, c'est un monument quoi. L'écriture est incroyable. Enfin je sais pas comment on déploie des bijoux d'écriture, de rebondissement, de suspense, d'idées, de politique, d'enjeux de société dans des formats pareils, avec une esthétique pareille, ça fourmille, c'est fabuleux. Et du coup, c'est plutôt une série que t'as découvert plus jeune ou pour le coup plus adulte ? Alors je me souviens que France 3, à une époque, j'ai un vague souvenir que France 3 diffusait des épisodes, mais des épisodes un peu vers la fin, un peu plus récents entre guillemets, de la 4e dimension. J'ai ce souvenir-là dans le télé 7 jours de mes parents quand j'épluchais les programmes de la nuit, parce que j'aimais bien diffuser la nuit, même quand j'étais ado. Je me souviens qu'ils avaient diffusé quelques épisodes, donc j'avais découvert cette série à ce moment-là, mais les épisodes, les classiques on va dire, et le début, les premiers épisodes, je les ai découverts adultes, je sais pas, il y a une dizaine d'années, je pense, un truc comme ça, quand j'avais 25 ans, quelque chose dans ce genre. Je sais plus pourquoi, dans mes recherches, qu'est-ce que j'ai pas vu, c'est quoi les séries cultes que j'ai toujours pas vues, qu'est-ce qu'il faudra que je regarde, les séries SF, fantasy, etc. Je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, ouh là là, ça a l'air fabuleux, mais ça a l'air tellement touffu qu'il faut que quelqu'un m'oriente. Donc j'ai commencé par éplucher les tops que les Américains font, voilà, donc comment entrer dans une série d'anthologie, donc pas besoin d'avoir tout vu et de suivre chaque épisode pour comprendre le suivant, et j'avais compilé plusieurs tops, évidemment des épisodes communs dans ces tops, et donc j'avais commencé par en regarder une petite dizaine, je pense, et après, alors j'ai pas tout vu, hein, mais je pense que j'ai bien voir plus des 3/4 de la série. Et c'est une série encore tu trouves des restes de cette série, parce que c'est une série qui a une influence énorme, hein, sur tout ce qui a, le côté précurseur était assez fou. Ouais, et puis c'est toujours, en fait c'était pendant la guerre froide, donc c'est très marqué quand même politiquement, historiquement, mais il y a plein d'épisodes qui ne le sont pas du tout, qui parlent, il y a un épisode, j'oublie toujours le titre de cet épisode, qui parle de je crois que c'est The Eye of the Beholder, et c'est quelqu'un qui se fait opérer, et on a un reveal que je peux pas donner là parce que c'est vraiment dommage, c'est vraiment une série à spoiler, c'est vraiment dommage, mais où ça parle aussi de l'œil de celui qui regarde, comment il nous voit, mais il y a plein, en fait c'est pour ça je pense que c'est une série où qu'on a essayé de refaire aujourd'hui avec peut-être des enjeux plus modernes, parce que c'est une série qui se prête à ça, mais comme le genre SF de toute manière est un super prétexte, un super véhicule pour aborder 10 000 questions politiques, sociétales, etc., d'égalité homme-femme, de racisme, de plein de choses comme ça. Et je crois que cette série, y a pas mal d'épisodes qui sont transposables aujourd'hui, qui sont compréhensibles aujourd'hui, même si on montre ça à quelqu'un sans lui dire ça a été produit pendant ces années-là, voilà le contexte politique, on comprend tout à fait de quoi on parle. Alors oui, c'est exacerbé à une époque où il y avait la peur rouge, la peur de l'invasion soviétique, etc., la peur de la technologie, de la bombe nucléaire. Aujourd'hui, on a toujours aussi peur de la bombe nucléaire, surtout que là, on vient d'entrer en guerre, hein, l'Europe est à nouveau en guerre sur son territoire, Ukraine-Russie. Ça réactive certaines peurs, et la SF est là aussi pour en parler. Petit parallèle qui me vient avec justement les séries que tu as évoquées juste avant, Sliders, etc. Je trouve que là où la 4e dimension a très bien vieilli, finalement, comme tu viens de l'expliquer, de par ses thèmes et de par l'exigence des différents domaines d'excellence qu'elle a pu atteindre, justement, les séries de nos enfances, faut avouer que là, je me dis pas, je vais me faire un petit week-end Sliders, les mondes parallèles, je sais pas, il y a un petit côté, peut-être Madeleine de Proust, je sais pas, ça fait plaisir de voir Jerry O'Connell, tout ça, des acteurs qu'on voit pas forcément. John Rhys Davies aussi, hein, vous avez pu voir en Gimli quelques années plus tard, qui était déjà dans la série. La 4e dimension, justement, oui, parce que vous pouvez vous dire, j'ai ici même quelques DVD, je me dis voilà, cet épisode-là, je me le fais, ça dure 40-50 minutes. Il y en a qui ont vieilli, on va pas se mentir, surtout celles qui vont chercher justement un univers un peu plus science-fiction. En fait, ce que je trouve brillant dans Twilight Zone, la 4e dimension, c'est vraiment l'écriture.
En fait, moi je suis fan de nouvelles. J'adore les nouvelles. Je trouve que c'est la chose la plus difficile en littérature à faire, à réussir en tout cas. Moi j'ai une licence d'anglais, donc j'ai beaucoup étudié la littérature anglo-américaine. Je lis beaucoup de nouvelles, j'adore ça, des nouvelles. On va pas faire semblant, surtout des nouvelles d'horreur ou de science-fiction. Et je trouve que c'est extrêmement périlleux. Et j'adore les nouvelles où il y a un twist, quoi, où je me fais avoir à la fin, et c'est fou de pouvoir faire ça. Les nouvelles qui font une page, mais vous vous rendez compte des gens qui réussissent à écrire des choses comme ça, où à la fin on est là, waouh. Et ce que je trouve très fort dans Twilight Zone, c'est que, oui, ce sont pas des épisodes qui durent 10 minutes, mais il y a une écriture pour moi qui ressemble à l'écriture de la nouvelle, parce que c'est très dense, et visuellement aussi, il y a quelque chose qui a l'air assez simple. En plus, l'époque veut ça, on n'a pas d'effets spéciaux comme aujourd'hui, donc on peut vraiment pas se planquer derrière des VFX incroyables, des trucs complètement fous. Donc là, on est vraiment dans une espèce d'épure sublime, et en plus noir et blanc et fantastique, dans tous les sens du terme. Mais je trouve qu'il y a une écriture qui me rappelle... en fait, l'écriture me rappelle vraiment une écriture littéraire, de nouvelles de science-fiction, de nouvelles américaines, et c'est ça que j'aime, je crois, et c'est pour ça aussi que l'écriture et reste moderne dans les thèmes abordés, mais dans la façon dont c'est réalisé et écrit. Je trouve que il y a pas de, je sais pas si en plus non, j'allais dire, je sais pas si c'est fait exprès, quoi. Je sais pas si c'est revendiqué, en fait, cette écriture très littéraire, mais moi, ça m'a beaucoup marqué, et voilà. On a évoqué Richard Matheson dans l'émission, il y a quelques épisodes. Je crois que Richard Matheson a écrit des épisodes de la 4e dimension, je suis à peu près sûr. Ouais, il y a plusieurs romanciers, romancières. Et Matheson qui était exactement dans ce domaine-là, les nouvelles. Moi, je sais encore, c'est la 3e planète après le Soleil, je crois, le nom, qui fait vraiment pas très long, qui est une course-poursuite, un couple qui doit vite fuir, partir dans une fusée, et la dernière ligne de la nouvelle, jusque-là, vous dites oui, bon bah super, ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Et la dernière ligne, ah ouais, j'avais pas du tout vu ça comme ça, et en fait tu relis la nouvelle, ah oui d'accord, en fait il m'avait trompé dès le début, et 4e dimension c'est exactement ça, mais dans la représentation, c'est un sujet hyper intéressant que t'abordes, dans le côté moyen possible. Le premier épisode de la 4e dimension, c'est Solitude, qui est de la science-fiction et qui raconte l'histoire d'un homme, en gros, un homme qui arrive dans une ville et c'est une ville fantôme, il n'y a plus personne dans la ville. Est-ce qu'on peut faire plus simple en termes de représentation de la SF? Et lui, il est complètement perdu, qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà, on décortique le truc, on vous invite à aller voir ça. On parlait de Shyamalan, et dans l'interview que j'ai faite avec lui pour la série Servant sur Apple, on a dû couper, c'est une émission, on n'a pas 30 minutes d'émission, et on a dû couper à un moment où il me parlait de son travail, parce que je lui disais que dans une interview un jour, il a parlé du fait qu'il aime le principe d'incomplétude. Et il nous a dit qu'en fait, il l'avait lu dans l'ouvrage et j'ai oublié son nom, parce que je le connaissais pas, donc j'ai googlé, d'un monteur, un type qui est monteur images et son, qui a gagné 1 milliard de récompenses, qui était le monteur de Scorsese, je crois, et qui en fait a écrit dans un livre que justement lui aussi, l'incomplétude, ça l'intéressait, et Shyamalan me dit, en fait, moi je veux pas vous mâcher le travail, je veux que vous voyez des choses dans ce que je ne vous montre pas. Et Twilight Zone, ça m'a fait, là, quand j'ai interviewé Shyamalan, j'ai repensé à Twilight Zone en me disant, mais en fait, moi, et à d'autres œuvres fantastiques, etc., que moi j'aime, et c'est ça que j'aime, en fait. J'aime justement l'épure, et c'est pour ça que je parle de littérature. C'est que dans la nouvelle, il y a plein de choses, ou dans les romans, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, littéralement, puisqu'en fait, ce sont des mots sur le papier, donc on l'imagine, mais du coup, on peut pas savoir tout ce qu'il y a dans la pièce, donc on est surpris ou surprise, parce que d'un coup, le mot sur le papier prend une dimension bien tangible, bien réelle, puisqu'en fait, un livre, c'est quoi si ce n'est quelqu'un qui choisit ce qu'il nous montre et ce qu'il nous dit. Et j'aime cette écriture visuelle-là, en fait, c'est-à-dire de faire ça dans une série ou un film où tout à coup, on voit pas tout. Dans Servant, par exemple, dans la saison 2, on explore le grenier, qu'on n'avait pas vu. Dans la saison 3, on explore la cour et le parc derrière la maison. Et depuis le début, en fait, le showrunner et le producteur savaient très bien qu'ils nous le montreraient, mais on ne savait même pas que ça existait. Il y a des bruits, on se demande d'où ça vient, et en fait, quand on regarde la série après, on se dit, et c'est comme un livre, en fait. Il décide d'ouvrir un placard, mais on sait même pas qu'il y avait un placard dans la pièce, et je trouve ça super fort, en fait. Ça donne envie de regarder. Clairement. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi les univers de fiction dans lesquels tu aimes te perdre? En série, et beaucoup, vraiment, tout.
presque tout, si c'est bien, si c'est bien fait. Non, après, c'est vrai que j'ai toujours aimé la SF, la fantasy, l'heroic fantasy. J'avoue que quand Game of Thrones a débarqué, ben, je me suis dit, waouh, ah ouais, il y a quelqu'un qui l'a fait. On arrête de dire c'est bon les enfants, la fantasy, gna gna gna. Voilà. Donc je veux dire, mais vraiment, je me suis dit, putain de merde. Enfin. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, ok, il y a quelqu'un qui a eu, qui a eu le courage, qui a eu d'aller les voir et de dire, en fait, voilà cette saga énorme. Alors, je vais pas faire semblant, moi, j'ai pas lu tous les tomes. Hein. J'avais commencé, j'ai pas terminé Game of Thrones en livre, mais je me dis, il y a quelqu'un qui l'a fait, quoi. C'est fou parce que c'est vrai que j'avais pas eu de frisson pareil et j'en ai encore plus devant Le Seigneur des Anneaux quand j'ai vu les films, mais j'en avais pas eu, voilà, devant ma télé sur une œuvre fantasy depuis que j'avais vu Le Seigneur des Anneaux au cinéma, quoi. Je me souviens la claque que j'ai eue, Le Seigneur des Anneaux au cinéma, c'était toute ma vie je me souviendrai où j'étais, avec qui j'étais, enfin c'était incroyable. Donc moi, enfin, j'aime vraiment tous les univers de fiction, mais c'est vrai que après je suis un peu exigeante sur les univers fantasy, je suis moins exigeante, mais sur la SF, j'avoue, un petit peu quand même, faut un peu que ça, voilà. Alors, je vis avec quelqu'un qui s'intéresse énormément à la SF aussi, la hard SF tous les deux, et qui lui s'intéresse beaucoup à la conquête spatiale, et qui est assez pointu, qui a des bouquins là-dessus et tout, d'astrophysique, machin. Donc, on est un peu tous les deux, quand on regarde une série dans l'espace, par exemple, on est un peu relou, c'est-à-dire que lui va me dire... non mais là la gravité ça n'aurait aucun sens et puis là ça tourne pas, normalement ça tourne. Bon là on est sur un truc pointu, ça me dérange pas, je m'en fous, enfin voilà, dans l'histoire ça me lui à ce regard là un peu de spécialiste. Mais je vais être un peu exigeante en termes de plutôt de ok, ça nous a fait le coup 1500 fois, ça c'est bon quoi, ça va, on peut ajouter quelque chose en 2022, on va pas nous faire le même scénario chaque année 8 fois quoi. Donc cette exigence là, pardon, je l'ai, et aussi forcément dans le traitement des personnages, dans la diversité du casting, parce que la SF c'est quand même un genre très blanc, très masculin, il y a d'immenses autrices, Octavia Butler, Ursula K. Le Guin, qui sont génialissimes et qui sont encore assez méconnues, même dans le milieu, qui ont une reconnaissance quand même par leur père, c'est pas rien, qui ont écrit des best-sellers, qui ont eu des Hugo Awards, des Nebula Awards. Mais aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un d'Ursula Le Guin, Octavia Butler, y a pas grand monde qui connaît quand même. Donc Butler est une femme noire, Ursula Le Guin a écrit des bouquins hyper queer, et donc moi, j'aime bien quand même qu'aujourd'hui, quand on écrit de la SF au cinéma ou à la télé, qu'on arrête de rester dans une SF des années 70, qui d'ailleurs était même misogyne. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai lu récemment ? Ah, il est là-bas, je le vois même plus. Un bouquin que je voulais lire depuis très longtemps, vraiment un bouquin de SF française. Oh, les descriptions des femmes, mais c'est à crever. C'est vraiment le mec s'attarde, il est obsédé par les seins. Donc, il nous fait des descriptions du corps. Donc, il y a 2 corps nus, un homme, une femme. Le mec, c'est genre, limite, si c'est pas écrit, il est nu. Et là, c'est écrit, sur ses seins ronds comme des poires, le soleil, machin. Et t'es là, genre, oh là 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 là. D'accord. Donc, je suis exigeante aussi sur le traitement des personnages, en plus du scénario. C'est ce qu'on se disait un petit peu dans notre dernière émission, où justement, on parlait en particulier de la fantasy, et où on se disait, en fait, que pour changer peut-être un petit peu des stéréotypes, il faudrait justement adapter des gens qui ont écrit des choses aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher, on va dire, des gens qui ont, que ce soit en SF ou en fantasy, ont écrit des choses, certes, qui étaient très bien et qui ont été fondatrices à un moment donné, mais bon, ça fait 30, 40, 50 ans, quoi. Donc forcément, ou alors avoir ce twist de l'adaptation, mais qui n'est pas toujours fait de manière intelligente ou de manière assez fine. Ouais, après c'est aussi les gens qui sont à leur clavier d'ordinateur qui décident de pas mal de choses. Donc regarde, on a parlé récemment de Wheel of Time. Les spectateurs, tu veux dire ? Non, justement les scénaristes, etc. Ah, tu vois, Wheel of Time, il y a une représentation hyper variée dans les personnages, etc. Oui. Donc en fait c'est aussi ce que t'en fais. Et on va aborder ce point peut-être maintenant, mais Le Seigneur des Anneaux a énormément fait parler récemment sur Twitter. Je devrais arrêter cette phrase maintenant parce que voilà, c'est déjà gâché. Mais dans l'idée, parce qu'il y a des mains d'hommes noirs sur une affiche,
ça a été un cataclysme. Il y a un mot sur internet, c'est shitstorm, je pense que le mot n'est pas exagéré sur ça, et tout le monde s'est écharpé sur ça. Et en plus, il paraît que, là je parle de ce que je connais pas, mais dans le lore du Seigneur des Anneaux, il y a une certaine race, une certaine zone de la Terre du Milieu où en fait c'est logique que ces personnes soient... Bon bref. Donc c'est, en fait, tu disais les spectateurs, c'est aussi c'est tant la réception que ce qu'on va donner aux spectateurs. Enfin moi je trouve ça bien c'était un des trucs qu'on reprochait le plus à la trilogie du Seigneur des Anneaux à l'époque, que ce soit pour le coup, comme disait Nora, ultra blanc, quoi. Ce n'est que blanc, c'est des hommes blancs. Dans la série, il y a quelques femmes, quoi, mais qui comptent sur les doigts d'une main. Mais qui ont des chouettes rôles, quand même. C'est pas juste des faire-valoir, mais bon. Oui, mais au service des hommes. Oui, voilà. Donc, comment elle s'appelle Arwen dépend entièrement du sort d'Aragorn, donc... et Éowyn est folle d'Aragorn aussi. Enfin, c'est un peu tout ça. Et là, aujourd'hui, on essaye de faire quelque chose d'un peu plus original. Et c'est aussi la réception qui va pas, quoi. Donc c'est un casse-tête, je pense. Mais c'est le cas dans j'ai l'impression que dans toutes les œuvres. Alors peut-être que la SF, la fantasy, on sait très bien que c'est des univers où les fans sont très 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 attachés à ce qu'il et elle on peut imaginer en lisant ces livres-là, ce qui est pas le cas dans des fictions qui sont pas de genre, par exemple, ou même l'horreur, par exemple, c'est un peu moins le cas. Mais quand on a effectivement un lore aussi touffu que le Seigneur des Anneaux, ou même Star Wars, hein, je veux dire, quand vous refaites des Star Wars aujourd'hui, pourtant c'est pas des livres, hein, bah ça hurle. Oh là là, on a mis une femme. Ouh là là, on a mis un noir. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Il y a pas de base, littéraire. C'est pas une saga littéraire où on savait pas quel personnage avait quelle couleur de peau. On a le droit d'inventer des nouveaux personnages. Enfin, je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir un homme noir dans le Seigneur des Anneaux qu'il y ait eu des personnages noirs ou pas dans le lore de Tolkien à l'origine. Enfin, c'est pourquoi aujourd'hui, si ce personnage est noir et c'est même pas un sujet dans la série, bah qu'est-ce que ça peut bien foutre aux fans que ce mec soit noir. Si on n'en fait même pas un sujet, et si on en fait un sujet, c'est autre chose aussi, mais si on n'en fait pas un sujet, pourquoi on pourrait pas avoir un personnage latino ? Qu'est-ce que ça peut foutre ? Ou alors avoir une personne non-binaire, qu'est-ce que ça peut foutre en fait si c'est pas le sujet de la série, si c'est pas le sujet du personnage ? Moi, je trouve ça hyper déprimant et décevant que dans ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, on n'arrive même pas à imaginer autre chose et qu'on ne laisse pas la liberté aux gens d'imaginer autre chose que nous. C'est triste. Dans ton quotidien, où tu vas être en interaction du coup avec des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices, est-ce que cette pression-là, on va dire, de certains fandoms ou des fans ou du public de manière générale sur ces questions-là, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ressentent ? Est-ce que c'est des choses dont tu as pu discuter avec eux ? Parce que c'est quand même quelque chose qui est peut-être pas nouveau, mais de plus en plus fort, en tout cas en termes d'échange avec le public, quoi. Ah bah je crois qu'avec Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit et tout, les fandoms toxiques le sont encore plus, quoi. Il y a des fandoms toxiques, il y a des fans toxiques. Enfin, le fandom ne l'est pas en lui-même, mais ça peut virer vraiment au toxique. C'est-à-dire que, ouais, aujourd'hui, si un acteur ou une actrice, et on l'a vu hein, avec plein d'acteurs d'actrices qui ont fermé leur compte Instagram ou Twitter, parce que ils et elles se sont fait insulter parce que c'est une femme noire qui va jouer dans un film où les fans ne sont pas d'accord et crient au wokisme, qui ne veut rien dire, rappelons-le, en disant ah là là c'est politiquement correct, une femme noire n'a rien à faire là-dedans, le personnage principal n'est pas décrit comme noir. Oui, mais il n'est pas décrit comme blanc. Et ça c'est intéressant aussi de voir. En fait, la blanchité c'est une fabrication. Je veux dire, c'est pas le maître étalon, c'est pas la neutralité. Donc quand on ne décrit pas la couleur de peau d'un personnage, ça veut pas dire qu'il est blanc. Voilà, comme ça c'est une fabrication, la race. Voilà, ce qu'on appelle la race sociale. Donc je trouve ça intéressant que des gens s'érigent comme garants de l'intégrité d'une œuvre qu'ils n'ont pas écrite, sans même peut-être demander l'avis de la personne qui l'a écrite, ou bien la personne est morte, par exemple, donc on peut pas savoir. Mais je vois même pas... En fait, c'est vraiment fou, je comprends, on est tellement attaché à justement ce qu'on s'est imaginé, qu'on se dit, mais non, moi, ces personnages-là, je le voyais pas du tout comme ça. Même moi, il y a des films où je me dis, mais genre, oh là là, ils ont gâché l'image que je me faisais de tel personnage, je le voyais pas du tout comme ça, je le voyais plus grand, ou je le voyais plus gros, je le voyais blond, là, ils ont fait un mec ténébreux, ça n'a rien à voir. Bah oui, mais bon, moi, je l'ai imaginé comme ça, alors soit ils se plantent complètement, et là, vraiment... il dévoile le truc et c'est un ratage, soit c'est juste il faut que je me détache du fait que j'ai imaginé un truc.
mais je vais pas aller embrouiller le réal ou la réal, à part si vraiment c'est un truc catastrophique et un énorme ratage, et là, pour le coup... mais même, je me vois pas aller envoyer un DM... Oui, même ça, hein. Puis encore moins insultant, je vais pas insulter les gens sur Internet, mais je vais pas aller dire à quelqu'un, c'est la cata, vous avez violé mon enfance, j'imaginais pas ça, c'est affreux ce que vous avez fait. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a... mais même, pas forcément uniquement concernant justement ces genres-là, il y a toujours une crainte quand on adapte un livre, quand on adapte une œuvre, quand on a une franchise, mais même comme les franchises Marvel, hein, des énormes trucs qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Il y a toujours la crainte de mal faire, de pas être respectueuse ou respectueux, de décevoir. Mais je crois qu'il faut un peu boire de l'eau et se calmer, quoi, quand on est fan d'un truc, en fait, c'est pas grave. Oui. On devrait être content que ce truc existe encore, que des gens mettent de l'argent pour qu'on en parle, surtout. En fait, je crois qu'il y a un côté... en fait, il faut pas se mentir, on est tous et toutes un peu snob parfois, et on a envie de garder pour soi certains trucs, et on se dit, en fait, si tout le monde le connaît, ça va perdre de sa valeur pour nous, et on aime bien être dans des petites niches et tout. Donc moi, je me rappelle, quand Le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma, j'avais pas mal de gens autour de moi qui étaient fans hardcore de Tolkien, mais genre hardcore, vraiment, des gens avec des pseudos comme Beorn, par exemple, voilà, et qui... en fait, était vraiment, attendaient ce truc-là, mais avec un œil très critique, même avant de le voir, était déçu, en fait. Et étaient, soit en sont sortis émerveillés, mais vraiment avec des frissons, en disant « Oh, mais c'est génial ce qui a été fait, c'est incroyable, j'aurais jamais cru qu'on pourrait faire un truc aussi beau et tout. » Et d'autres qui, en fait, par simple posture, vraiment, par pure posture, se sont dit « En fait, c'est nul. » C'est nul, les livres sont mieux. Les gens qui disent toujours les livres sont mieux, en fait. Mais en fait, oui, parfois le livre est mieux, mais en fait, c'est pas la même chose, un film et un bouquin. Donc bon, alors parfois c'est un ratage, ou parfois le livre était pas terrible, et rarement le film est mieux, ou la série est mieux, mais bon, ça arrive. C'est juste un essai. Moi, j'imaginais pas que la forêt était si luxuriante. Bon, voilà, elle est luxuriante dans le film, ça va pas changer ma vie, en fait. Mais je crois qu'il y a vraiment ce truc on se sent dépossédé. Et c'est vrai que ça peut être très violent quand on est vraiment très très fan d'un univers. On se sent dépossédé, on a l'impression d'être trahi, et que en fait tout le monde va pouvoir aimer un truc que nous, on était les premiers à aimer il y a 15 ans, et voilà. Et on est tous un petit peu comme ça, et tous un peu comme ça. Moi, ce qui me gêne à la limite sur Le Seigneur des Anneaux est encore une fois un bon exemple, c'est que, je trouve que justement, comme tu le disais, les gens qui ont lu les bouquins, etc., ont une expertise avec d'énormes guillemets. Mais pourquoi est-ce que, justement, aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme l'exemple de la personne noire sur les affiches, c'est ces sujets-là qui font parler. Parce que Le Seigneur des Anneaux, on parle quand même... alors, encore une fois, je suis pas puriste, mais je crois que c'est dans le 2, toute la fin du 2, c'est une liberté monumentale qu'a pris Peter Jackson par rapport au bouquin, le gouffre de Helm, etc., etc. Ça avait fait parler à l'époque, mais est-ce que ça ferait autant parler que cette fameuse affiche d'homme noir maintenant? C'est des sujets woke, comme tu l'as mentionné, qui font beaucoup parler et qui là déchaînent les passions, parce qu'après on va discuter de ce que les gens ont discuté, on va discuter, etc., et pour le coup c'est sans fin. Mais la question, c'est est-ce que ça remet en cause la qualité de l'œuvre? Rarement, on va pas se mentir. Mais oui, mais en fait, qu'est-ce que ça... Vraiment, je reviens à cette question, c'est qu'est-ce que ça peut foutre qu'il y a un noir dans Le Seigneur des Anneaux? Et qu'est-ce que ça peut foutre, en fait, qu'on ait remplacé un personnage masculin? Fondation, par exemple. L'adaptation, Apple de Fondation, on en pense ce qu'on veut. Bon, raté par, on en pense ce qu'on veut. En plus, c'est quand même aussi un monument de la SF. Ça fait 10 ans que les gens se refilent les droits, on sait pas qui allait faire le truc. Bon, pour moi, c'est inadaptable. Je trouve que c'est raté. Des gens ont trouvé ça super. Bon, c'est mon avis. Mais le fait qu'ils aient introduit des personnages noirs et des personnages féminins, ça ne change rien. Enfin, ils ont pas changé. Ils ont changé beaucoup de choses dans l'adaptation. Hein. Mais ça, moi, je me suis pas dit... évidemment, parce que déjà je suis pas raciste, donc je me suis pas dit, oh mon Dieu, une femme noire. Je suis pas misogyne non plus, donc je me suis pas dit, oh mon Dieu, une femme noire. Mais il y a eu des gens qui ont dit, voilà, pour faire plaisir à certaines personnes, on a mis des personnages de couleur, j'aime pas ce mot, on a mis des personnages queer, on a mis une femme. Mais en fait... Encore une fois, c'est un truc... pour moi, si t'as un problème avec le fait qu'il y a un noir dans le Seigneur, c'est que t'es raciste, en fait. Enfin, je veux dire, que tu sois fan ou quoi, au fond, si qu'il y a un noir dans ton film, ça te pose, c'est que tu es raciste. Je suis même pas désolée de le dire, quoi. Ou bien, ça te dérange qu'il y ait une femme à la place d'un personnage masculin, alors que, dans le livre, son genre n'a aucun impact
sur son histoire, la trajectoire du personnage, rien. Et en fait, ça, c'est assez intéressant parce qu'on sait que dans Alien, Ripley devait être un homme. Dans le scénario original. Qu'est-ce que ça change que ce soit une femme? À part qu'elle est méga badass et que ça fait super plaisir à l'époque d'avoir, oui, aujourd'hui encore, d'avoir une final girl et pas un final guy, quoi. Et d'avoir des personnages comme Sarah Connor et Ellen Ripley. Donc, et on sait que voilà, le scénario a été changé et on a dit, bon, bah, en fait, ce sera une femme. Si vous mettez un homme à la place de Ripley, qu'est-ce que ça change? Rien. Alors, il y a toute la question qui a été abordée de la maternité, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais au fond, quand on écrit un scénario, moi, je veux dire, aujourd'hui, vous regardez des scénarios de films ou de séries et vous essayez de changer le personnage. Vous vous dites, ok, là, je vais imaginer que c'est un homme ou bien que c'est une femme. Bah, je suis sûre qu'à 90%, ça ne change foutrement rien à l'histoire du personnage. Juste, vous allez apposer des stéréotypes dessus, vous allez apposer une storyline dessus, mais juste, c'est vous, avec vos biais, nos biais, en fait, qui vont dire, ah bah tiens, c'est marrant parce que là, elle est quand même un peu masculine pour une femme, avec ce qu'elle dit, avec comment elle se... C'est parce qu'on a l'impression que les femmes doivent être féminines et machin et tout, enfin, ça peut rien dire d'ailleurs, mais un peu faibles et fragiles. Donc, pour moi, si les gens ont un problème avec le fait qu'un personnage masculin dans le bouquin soit un personnage féminin dans l'adaptation série, c'est un problème avec les femmes, en fait, mon gars, quoi. Ou meuf, enfin, c'est qu'il faut juste se remettre un peu en question. Donc, je crois qu'il y a vraiment, juste pour finir, il y a juste une espèce de posture, enfin, il y a des gens radicaux, dans le sens où il y a des gens très racistes, ils sont racistes par rapport à leur œuvre préférée, mais dans la vie, je pense qu'ils sont racistes aussi, en fait. On peut pas avoir un problème avec un personnage noir et pas avoir un problème avec les noirs en général, quoi. Si on prend cet exemple-là du Seigneur des Anneaux. Donc, il y a des blocages, en fait. Et aujourd'hui, on sait bien, de toute façon, dans la société, il y a des gens qui ont décidé que on en faisait trop sur les droits des femmes, on en fait trop sur les violences racistes, qu'il faudrait ne rien dire, etc. Et aussi, comme on le disait au début de l'émission, faut pas oublier que ces fandoms-là, parce que ils ont été trustés par des auteurs blancs et hommes, aujourd'hui encore, ces fandoms sont quand même beaucoup des hommes blancs. C'est vrai, vous allez à n'importe quelle convention SF, évidemment qu'il y a des femmes, heureusement d'ailleurs, mais comme les jeux vidéo, heureusement qu'il y a des femmes, mais vous allez dans les conventions SF, vous allez voir les gens au Comic-Con, alors pas celui de Paris, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus mixte en termes de genre, et vous allez à des gros événements SF et tout, vous regardez qu'il y a dans la salle, pour les masterclass, pour les panels, bah il y a plus d'hommes, c'est vrai. Voilà, l'écart est de moins en moins grand, j'ai l'impression, et heureusement, mais c'est aussi grâce à ces adaptations. C'est aussi grâce à ces films et ces séries qui sortent adaptées d'œuvres monumentales et géniales, etc., qui ont été une espèce de chasse gardée des hommes blancs à une époque, et qu'il est encore quand même beaucoup. Mais si vous regardez aujourd'hui les récompenses aux Hugo Awards, mais il y a plus de femmes que d'hommes, je crois, depuis 2 ans ou 3 ans, qui les reçoivent. Il y a un paquet de nanas qui écrivent de la SF et de la fantasy, c'est génial, ça ouvre des perspectives incroyables, et surtout, on peut se reconnaître dans des personnages enfin, quoi, parce que moi, le mec qui est obsédé par les nichons, là, alors j'adore les seins, moi aussi, hein, voilà, mais je vais pas, voilà, mais ça m'a gêné de lire ça, en fait. Je me suis dit, ah bah, il s'adresse à qui, en fait? À des gens qui objectifient les femmes. Moi, j'adore les femmes, j'adore les hommes, mais je objectifie personne, en fait. J'allais rebondir sur le fait que tu parlais de changer le genre et que ça changeait rien et tout ça, avec juste quand même la petite... le fait que ça peut être un parti pris qui peut être intéressant quand justement on parle d'adaptation pour moderniser le propos. T'en parlais dans une de tes émissions sur Scenes from a Marriage, où justement ils ont fait ce choix, en tout cas dans les valeurs que portent les personnages, d'inverser le rôle de l'homme et de la femme. En fait, ça ne devrait pas changer quelque chose de se dire que ce personnage peut être interprété par un homme ou une femme. Le fait est que dans notre société aujourd'hui, malheureusement, ça change encore quelque chose parce qu'on vit avec des stéréotypes dans nos têtes, une construction, etc. de choses que tout à chacun, on essaye de défaire génération après génération, jour après jour. Mais du coup, je trouve ça intéressant aussi en tant qu'auteur de jouer avec ça pour proposer des choses inattendues et des choses qui, nous, en tant que spectateurs, vont nous mettre dans une espèce de compréhension de certains personnages
qui vont être déverrouillés quelques scènes plus tard ou quelques épisodes plus tard en se disant putain en fait je me suis fait avoir, c'est pas le stéréotype auquel je m'attendais, bien au contraire. Et ça je trouve que c'est intéressant aussi de jouer avec la manière dont notre cerveau fonctionne par rapport à ça. Enfin je pense que aussi il y a des auteurs qui doivent du coup effectivement se dire en fait on s'en fout, ça change rien donc je le fais, et d'autres auteurs qui doivent se dire je le fais parce que ça va apporter quelque chose à la vision que j'ai de cette histoire. Mais complètement, t'as tout à fait raison. Sur Scene for a Marriage, effectivement, les rôles sont inversés, c'est-à-dire que dans la version originale de Bergman, donc c'est un couple, un homme, une femme, c'est elle plutôt, alors dans la série de Bergman, ils ont tous les deux un travail rémunéré à l'extérieur, mais c'est elle qui va plus prendre en charge les enfants à la maison et être plus souvent à la maison, être plus disponible, même si elle a un boulot rémunéré. Dans l'adaptation là qui est sortie sur HBO à la rentrée, Jessica Chastain reprend le rôle plutôt du mec dans la série Bergman et Oscar Isaac a plutôt un rôle, donc elle a un travail qui est très très prenant, elle rentre très très tard, elle est très peu à la maison, et c'est Oscar Isaac qui joue un prof d'université qui est plutôt présent à la maison, qui s'occupe des enfants. Et c'est vrai que c'est intéressant, et Chastain, elle me disait en interview que il y a plein d'hommes dans son entourage, plein d'hommes qui ont vu la série, et quand ils ont montré ça à des panels, etc., où en fait les hommes ont très très mal réagi, et les femmes aussi, parfois, en voyant, parce que du coup c'est un spoiler mais pas vraiment parce que c'est le pitch de la série, en fait dans la série suédoise originale c'est lui qui la trompe et dans la série, l'adaptation américaine, c'est elle qui le trompe. Et c'est vrai qu'on voit plus souvent des hommes tromper des femmes que l'inverse dans la pop culture, et là en fait elle me dit, et plein de gens ont très mal réagi. Le fait qu'une femme, surtout une mère de famille, trompe son mari et imagine abandonner ses enfants, ça passe beaucoup moins bien que l'inverse dans la pop culture, vis-à-vis des spectateurs et spectatrices. Mais c'est vrai, du coup ça c'était un parti pris, c'est complètement assumé, c'est voilà, on va faire du gender bending pour une bonne raison, justement pour, comme tu dis, un peu, j'aime pas ce mot, mais challenger nos stéréotypes de genre, les représentations qu'on a, et c'est hyper intéressant. Après, en fait, ce qui m'emmerde dans les fandoms radicaux, on va dire, c'est que faut pas oublier que des œuvres comme celles dont on parle depuis le début, là, de SF ou de fantasy, elles n'ont pas été écrites il y a 2-3 ans. Il y a des choses qui remontent aux années 60, 70 et qui contiennent des propos problématiques. Il y a des bouquins de SF qui sont géniaux, et vous lisez des années 60-70 et d'un coup il y a une phrase extrêmement raciste. Ou bien il y a un personnage féminin qui est traité d'une manière, avec une misogynie, d'une violence inouïe. Et à chaque fois qu'elle apparaît, il y a un commentaire horrible sur elle, quoi. Et c'est pas du tout un personnage qui va être... C'est vraiment l'auteur qui a décidé de traiter cette femme comme ça. Il y a de la culture du viol, enfin il y a de l'homophobie. Vraiment, c'est fou. Il y a des mots qu'on n'écrirait pas aujourd'hui, et c'est normal. Les temps changent, les époques changent. Le racisme, ça a jamais été chouette, ça a jamais été toléré, hein, voilà. Mais il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on ferait plus aujourd'hui. Donc pourquoi aujourd'hui, moi, ça me choque. Il y a des bouquins que je trouve géniaux, mais il va y avoir une phrase où je me dis oh là là là, je me dis oh putain la violence du truc, quoi. Bon, et le livre est super parce que il y a une phrase ignoble. Et tout le bouquin peut être vraiment très bien écrit, l'intrigue est géniale et tout, voilà, l'auteur était raciste. Je veux dire, on a plein d'auteurs aujourd'hui, alors on sépare pas l'homme de l'artiste, ça ne veut absolument rien dire pour moi, mais donc je les sépare pas, mais il y a des œuvres super avec une phrase où tu vas dire, ah bah oui, mais à l'époque, de toute façon, on parlait des personnes asiatiques comme ça. Donc ça n'excuse rien, ça n'enlève pas que le bouquin peut être très intéressant, mais dans ce cas-là, quand on l'adapte, on va évidemment pas parler des personnes asiatiques comme l'auteur le faisait dans les années 70. C'est pas possible, heureusement ça ne passe pas, ce serait complètement absurde de le faire et violent. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de changer aussi quelques trucs ? En fait, il y a ce côté, on n'a pas le droit d'y toucher, en fait c'est intouchable. Il y a ce côté, on se sent dépossédé et c'est intouchable. Il y a des œuvres qui devraient être intouchables apparemment, qui sont sacrées, et on ne devrait pas y toucher, et je comprends pas en fait, parce que, reprenons l'exemple du Seigneur des Anneaux, les traductions françaises sont catastrophiques, et ça tous les fans s'accordent à le dire. Il y a des forums entiers. Moi je suis traductrice, donc je m'étais intéressée à ça parce que j'avais lu il y a pas longtemps un vieux recueil de nouvelles de Stephen King, et la traduction c'est oh là 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 là, mais c'est vraiment ni fait ni à faire. Enfin il y a des choses de niveau 5e, 4e, vraiment des faux amis, enfin c'est des trucs qui sont traduits, c'est pas adapté, c'est vraiment de la traduction littérale mal faite avec des trucs que personne ne connaît en France, des émissions de télé des années 50 quoi. Et je me suis dit waouh cata, et j'avais tweeté ça, et là j'avais quelqu'un sur Twitter
qui a un fan account Stephen King avec vraiment un gros following de fans de Stephen King, des forums et tout, enfin vraiment un fandom de Stephen King, qui me disait mais en fait c'est connu pour ça, il y a un traducteur qui a traduit pendant longtemps Stephen King et c'est une catastrophe. Donc et en fait on sait très bien quand on est dans ces milieux-là, SF, fantasy, horreur, etc. en termes de bouquins, et quand on est traductrice, on sait très bien, et même les romans policiers c'est pareil, il y a une époque où c'était vraiment considéré comme et aujourd'hui encore, hein, des sous-genres, de la sous-littérature, et donc on traduisait ça n'importe comment, il y a encore moins de thunes qu'aujourd'hui, enfin il y avait plus de thunes qu'aujourd'hui, mais il y avait pas de thunes, et on donnait aux gens, voilà, faites-moi ça, puis on s'en fout de toute façon, c'est de l'horreur, les gens ils s'en foutent, quoi, c'est pas un genre noble, c'est de la fantasy, donc on s'en tape. Et donc je parle beaucoup, mais ça pour dire que Le Seigneur des Anneaux, donc j'en viens là parce que Stephen King, on me dit ça, moi je savais pas du tout, donc on me dit mais en fait si c'est connu, c'est une catastrophe. Aujourd'hui il y a des bouquins de SF et de fantasy qui sont réédités et les traductions sont géniales. Il y a des bouquins de Philip K. Dick, la traduction est absolument atroce. Comme moi je les avais pris en français en me disant bon bah voilà je l'ai là, il est en occasion, je vais le prendre. Ça m'est tombé des mains. J'ai acheté la VO parce que je me suis dit c'est pas possible. Donc quand on n'a pas la chance de pouvoir ou savoir lire en anglais ou pas accès à ces bouquins-là, bah bon courage. Mais sur Seigneur des Anneaux, j'ai un peu creusé parce qu'on me disait mais Tolkien c'est pareil, il y a un traducteur qu'on avait rien à foutre. Et je me suis penchée dessus, je suis arrivée sur des forums de fans de Tolkien qui ont lu tout en long, en large, en travers, toute l'œuvre, et qui mettent des passages, mais vraiment c'est à se crever les yeux en fait. C'est-à-dire que non seulement c'est mal traduit, mais pas seulement en termes de la langue, en termes de l'univers de Tolkien est mal traduit. Il y a des incohérences d'un livre à l'autre sur les liens familiaux des personnages, sur les noms de certaines personnes. Enfin, c'est donc il y a eu un manque de respect total pour ces œuvres-là. Donc je pense qu'il y a aussi une sensibilité de certains fandoms en fait qui se disent on a tellement craché à la gueule de la fantasy et de la SF et aujourd'hui tout le monde a l'air d'aimer ça et d'adouber ça. La SF en série, ça fait 5 ans qu'il y a plein de séries SF qui sortent, il y avait pas grand chose avant à se mettre sous la dent, qu'ils sont c'est un peu touchy, c'est un peu sensible comme sujet. Ouais, et du coup ils sont un peu moins ouverts peut-être au déverrouillage de certains clichés et de certains... Mais d'ailleurs ça me fait penser à ton émission pionnière qui est disponible sur YouTube, que tu fais pour Close Up. Ouais. Que j'ai trouvé super intéressant, évidemment. Merci. Et qui en fait... pour résumer un petit peu, mais c'est la volonté de remettre sur le devant de la scène des femmes du cinéma qui ont apporté énormément au cinéma et dont les livres d'histoire ne parlent pas forcément, c'est un peu ça. Ouais, en fait, l'industrie les a ou invisibilisés ou effacés. Ouais. Voilà, on a décidé que cette femme-là, elle avait inventé tel truc, mais en fait, on va parler de l'homme qui l'a utilisé un an après. Qui lui a volé un an après, et pas d'elle en fait. Donc effectivement, c'est pas que les livres, c'est dans les expositions. Faut regarder la Cinémathèque à Paris, combien de femmes ont droit à une rétrospective ? Très, très peu. Ah oui, mais même moi j'ai fait 6 ans d'art du spectacle à la fac et je crois de ce que j'ai vu, Alma Reville, qui était la femme de Alfred Hitchcock, on en parle parce que elle a eu un impact dans Psychose, etc. C'est expliqué dans la vidéo, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle a à la limite un petit peu de représentation. Alice Guy en art du spectacle, on fait un truc, mais par contre si on compare la taille qu'on donne à Walt Disney par rapport à Alice Guy, et Walt Disney, il y a plein de bouts dont on parle pas dans sa carrière, plein de passages dont on parle pas. Mais voilà, c'était pour l'exemple. Là où je voulais en venir, c'est est-ce que tu penses qu'il serait envisageable de faire un espèce de format pionnière avec des showrunneuses, avec parce que les showrunneuses et réalisatrices et scénaristes de séries existent aujourd'hui, il y en a plein, et au cinéma et dans les séries. Est-ce que un pionnière 2.0 pourrait être envisageable, tu penses ? Disons que sur pionnière, nous c'était vraiment l'idée que le cinéma industrie existe depuis quand même maintenant très 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 longtemps, en fait ce qui est intéressant dans l'industrie du cinéma, notamment à Hollywood, c'est que les femmes étaient très présentes. C'est-à-dire qu'à l'époque du cinéma muet, j'ai plus le chiffre exact en tête, il est dans un des épisodes mais je l'ai plus en tête, donc je vais peut-être dire une connerie mais on n'est pas loin, un truc du style 85% des films muets étaient faits par des femmes. Aujourd'hui vous regardez combien de films sont faits par des femmes, c'est pas ça, c'est plutôt l'inverse. Donc les femmes ont été présentes dès le début du cinéma, voilà, dès les débuts, donc elles sont pas arrivées en 2010 quoi. Et elles avaient des postes, des hauts postes. Elles étaient productrices, elles étaient réalisatrices, elles étaient aussi monteuses. Beaucoup de femmes étaient monteuses. Elles étaient là, elles étaient actrices, elles étaient scénaristes, c'était script. Donc les femmes ont toujours été présentes et aujourd'hui,
pourtant, quand on regarde effectivement l'histoire du cinéma, l'histoire officielle du cinéma, c'est des hommes, 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 des hommes. Vous demandez à des gens de vous citer 10 réalisatrices, je pense que c'est la galère pour beaucoup, beaucoup de gens. Vraiment, c'est la grosse galère. Elles sont moins reconnues, et en fait, ce qui est intéressant dans cette industrie, c'est que il y a eu vraiment un moment où les hommes ont décidé de dire aux femmes, les hommes de l'industrie, les studios ont dit, en fait, ça devient un petit peu trop, ça rapporte un petit peu trop d'argent, donc dégage. Mais vraiment, en fait, enfin, je veux dire, je déconne pas. Enfin, dans Pionnière, on fait des portraits de ces femmes-là, mais à la fin, on ouvre justement sur et aujourd'hui. Ou bien et pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'à une époque il y avait autant de femmes dans le cinéma et puis que pas du jour au lendemain, mais presque, il y en a presque plus. Et pourquoi les hommes ont trusté ce secteur-là? Parce qu'il y a eu de l'argent. À un moment, ça ne rapportait pas, donc on disait aux femmes, tiens, vas-y, viens. De toute façon, ça rapporte pas d'argent, donc on s'en fout. Ça s'appelle le patriarcat. Et en fait, quand il y a eu de l'argent, ils ont fait, ah non, mais en fait, attends, ça a l'air de bien marcher, cette histoire. Donc en fait, on va reprendre le truc en main, puis toi, tu peux nous faire des cafés. Donc, Alma Reville, quand elle a rencontré Hitchcock, c'est lui qui est arrivé là où elle bossait. La nana, c'était une superstar, en fait. Elle était ultra connue. Elle avait des portraits d'elle dans les magazines ciné. Enfin, c'était vraiment, et elle le regardait de haut, justement, elle était là, c'est qui ce gars qui vient de la pub, il va écrire sur les cartons du cinéma meuf, enfin, t'es qui toi? Et lui, il était ultra impressionné. Il y a plein de nanas, tu parles de Walt Disney, Lotte Reiniger, qui est allemande, qui est sans doute alors on n'a pas vraiment les restes du tout premier film d'animation ever, qui a été fait par, a priori, un homme, en Amérique du Sud. On a vraiment très très peu de choses qui sont restées. Je crois qu'il y a eu un incendie, un truc comme ça. Ou bien les pellicules n'ont pas évidemment survécu au passage du temps. Mais Lotte Reiniger est quand même la deuxième personne à avoir fait des films d'animation. Elle découpait, et ils sont en ligne, ces films, c'est d'une beauté inouïe. Ça va être donc elle fait l'objet un des prochains épisodes de Pionnière. Et c'est elle qui a inventé une technique avec du verre pour dessiner, pour faire de l'animation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les studios Disney? Ils ont vu ça, ils sont allés faire breveter, et voilà. Ouais. Elle a inventé un procédé d'animation que les studios Disney lui ont volé. Et on retient dans l'histoire que c'est Walt Disney et les studios Disney qui ont utilisé ce procédé-là, qui l'ont inventé parce qu'ils l'ont breveté. Mais il y a plein de choses qui ont été brevetées par des hommes que des femmes ont inventées. Vous prenez... Regardez, un truc tous les jours. Là, on est en train de faire quoi? On est en train de parler, on n'est pas du tout dans le même endroit. J'ai mon Wi-Fi qui est activé. Qui a inventé la Wi-Fi? Eddie Lamar, une actrice hollywoodienne, sublissime, qui a inventé 1 milliard de trucs, mais on se souviendra pas d'elle, à part qu'elle était super belle, et elle enlevait ses gants dans un film très connu. Bon, voilà. Bon, il y a plein d'inventions récupérées par les hommes pour effacer les femmes qui l'ont fait. Ou bien, on se souvient pas que c'était un binôme qui l'a inventé, homme-femme, on se souvient juste qu'il y avait un homme qui a eu le prix Nobel. Sur les séries, c'est quand même beaucoup plus récent. Sur les séries, j'aurais du mal. En fait, ce serait pas tant forcément des pionnières. Il y a des pionnières, Lucille Ball par exemple, c'est une pionnière. Là, il y a eu un film il y a pas longtemps sur sa carrière, sur sa vie avec son mari. C'est assez récent, donc en fait, elles ont les mêmes difficultés que les femmes ont eues quand on leur a dit dégage, quoi. C'est juste que là, on leur a dit non, tu viens pas en fait. Ou alors on leur a peut-être dit les séries c'est un petit truc rigolo, puis en fait ça rapporte de l'argent, c'est la télé, donc en fait tu viens pas. Donc je suis pas, il y aurait évidemment des femmes il y aurait des choses à faire sur les pionnières des séries, mais elles sont peut-être déjà invisibilisées et peut-être qu'on est d'abord dans la représentation plus d'actrices issues de minorités, etc. Ouais, après les showrunneuses, en fait c'est aussi que l'industrie des séries, elle est récente et elle est quand même très très américaine jusqu'à récemment, quoi. Enfin, je veux dire de ce qui parvient, de ce qu'on peut voir. En fait, Netflix a révolutionné notre accès aux séries du monde entier, par exemple. Le cinéma, c'était quand même plus facile de voir des cinémas du monde entier, un peu plus, que de voir des séries du monde entier. Et aujourd'hui encore, c'est compliqué de voir des séries suédoises, islandaises, nigérianes, pakistanaises, israéliennes, un peu plus, mais disons que le marché s'ouvre aussi à ces choses-là et les plateformes. Mais pionnière des séries, ouais, il faudrait voir combien de femmes on peut mettre dedans qui soient pas, on va dire, trop récentes, parce que pionnière, là, on parle de femmes qui sont quand même alors pas toutes mortes, les premières, ouais. Mais c'est ça, c'est en fait celles qui ont un peu ouvert la voie, ou celles qui sont des queens, quoi, du truc, mais en fait personne ne le sait, ou tout le monde s'en fout. On a la Mother Cutter, la monteuse
Verna Fields, la monteuse des Dents de la Mer, par exemple. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont été les mentors de réels super connus, donc qui ont été les mentors de Cassavetes, les mentors de Scorsese. Ah oui, Schoonmaker qui a fait la plupart des montages de Scorsese. Non, c'est Scorsese. De Scorsese, il a jamais rien écrit, il a jamais rien monté. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Il met le montage de ses chefs-d'œuvre dans les mains de. J'ai plus son prénom. Thelma Schoonmaker, c'est ça, tout à fait. Et mais ce n'est pas la partie que les gens retiennent, bien évidemment. Peut-être qu'il faut mettre plus de femmes dans le paysage et que ensuite peut-être ce sera l'étape d'après de mettre en avant les showrunners. Peut-être que je sais pas. Disons que dans les séries, il y a un phénomène, ou en tout cas la manière dont elles sont construites avec les writers' room, qui font que on va certainement découvrir petit à petit, c'est notamment le cas sur Buffy, mais que derrière une figure reconnue, un peu superstar, il y a aussi plein d'autres scénaristes et dont beaucoup de femmes qui ont infusé des choses, mais qui, par le concept même de la writers' room, sont invisibilisées, quoi. Donc il y aura certainement pas mal d'autrices comme ça à découvrir, à redécouvrir, et par le prisme des épisodes qu'elles ont pu scénariser, à découvrir qu'en fait il y avait tout un tas de sujets qui avaient été portés par des femmes plus que des hommes. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que la série The Nevers va être est reprise par Philippa Gossett, si je me trompe pas, qui donc prend la suite de Joss Whedon et qui assez logiquement, du coup, va construire une série qui parle de femmes et de la condition des femmes à une partie de l'époque victorienne, mais en tout cas, voilà, qui fait résonner plein de choses par rapport à notre époque. Donc, Mais c'est ce que prétendait faire Whedon à la base. Hein. Enfin, son ambition était déjà de faire ça, alors que... Bien sûr, mais est-ce qu'il était vraiment seul à porter ces sujets, et est-ce que les épisodes, tu vois, qui ont été les plus forts par rapport à ça, ont vraiment été portés par lui, ou l'influence quotidienne que peuvent avoir une writer's room sur des showrunners, elle est énorme forcément. Et c'était Lindelof qui avait justement, quand il avait gagné je ne sais plus quel prix pour Watchmen, qui justement avait mis en avant la writer's room, parce que évidemment avec les sujets qu'il traitait, il pouvait pas lui-même être le dépositaire de cette histoire-là. Je pense qu'il y a des choses effectivement à faire. Ce sera peut-être pas effectivement des gens qui ont commencé quelque chose, mais mettre en lumière ces personnes-là à un moment donné, ça sera certainement hyper intéressant et instructif. Ouais, en fait, ça permet aussi d'un peu renverser et remettre en question ce culte de la personnalité qu'on a, et ce culte de l'auteur ou de l'autrice, qu'on parle plutôt de l'auteur. En France notamment, avec le cinéma, c'est plutôt le culte du réalisateur. Et on oublie que en fait il y a des scénaristes qui écrivent un film, et que beaucoup de réals dans le monde n'écrivent pas leurs films en fait. Et je trouve ça incroyable qu'on ait en fait, moi je trouve ça incroyable qu'en interview on nous propose jamais de scénaristes pour des junkets. On ne me propose jamais les scénaristes. Est-ce que tu peux juste expliquer peut-être ce que c'est pour nos auditeurs et auditrices ? Ah oui, pardon. Un junket, c'est, par exemple, là, on parlait de Shyamalan, que j'ai interviewé pour la série Servant, j'ai interviewé le casting et lui. Et donc, un junket, c'est une séance, c'est ce qu'on appelle en français aussi une journée presse. Donc, c'est, pendant une journée, les acteurs, actrices, les talents, comme on appelle ça dans le jargon, donnent des interviews. Donc, on a en général 5 minutes avec chaque binôme, voilà, ou avec chaque personne, et on fait ce qu'on peut. Voilà, donc c'est pour ça que parfois vous avez l'impression qu'on pose pas des questions très intelligentes, mais on a que 5 minutes, donc voilà, il faut essayer de trouver des choses, des questions dont on connaît peut-être la réponse déjà. Si j'imagine que si tu passes un peu tard en face, c'est pas non plus genre la forme, donc... Si tu passes en premier, et j'ai eu ça pour Servante avec Lorraine Ambrose, qui galérait un petit peu à répondre, et elle m'a dit, en fait, vous êtes ma première interview, donc je suis un peu, je sais pas trop encore comment être, je suis pas rodée, quoi. Mais c'est vrai que si vous arrivez à la fin, ils ont déjà répété les mêmes choses 27 fois, donc ils sont un peu saoulés. Mais donc bref, dans les junkets, quand on me dit, pour cette série-là, donc pour l'émission, je parle vraiment de l'émission, quand on me dit, ou même ça peut être pour du print ou du web aussi, pour voilà, cette série-là, il y a machin bidule truc, machin chose et un tel qui sont dispo, je n'ai jamais de scénariste. Alors, je vais peut-être avoir la chance d'avoir le showrunner ou la showrunneuse qui aura participé au scénario, mais en tout cas, qui a une vision du truc et qui est le créateur ou la créatrice de la série. Donc là, bon, il y a des choses intéressantes à dire. Mais en fait, je sais que les seules occurrences où je peux avoir un scénariste ou une scénariste, c'est quand il n'y a pas de journée presse prévue, donc que la série n'est pas un très gros truc,
Alors je parle de séries américaines, par exemple. Séries françaises, c'est un peu différent. Et c'est moi qui vais dire « Hey, j'aimerais bien traiter de telle série. » Par exemple, là sur OCS, il y a une super série qui s'appelle Somebody Somewhere. Et il n'était pas prévu de journée presse. Et moi, j'ai dit, en fait, c'est une série donc HBO que OCS a récupérée. Et donc, j'ai dit, moi, j'aimerais bien, parce que j'aime beaucoup l'actrice principale, Bridget Everett. Et j'aimerais beaucoup l'interviewer, mais j'aimerais interviewer les showrunners aussi, qui sont les scénaristes aussi. Et on m'a dit, vraiment, la réaction c'était vous voulez les gens qui ont écrit une série, c'est incroyable comme demande, dis donc, waouh, c'est complètement fou. Et j'ai dit oui, parce qu'en fait, vu qu'ils l'ont écrit, ils ont des trucs très intéressants à dire quand même. Mais les gens sont étonnés quand on demande ça. Mais comme sur Twitter, hier, j'ai fait une rant, là, j'étais énervée à cause de justement ce système de junket, là, où on nous donne des gens qui n'ont pas grand-chose à raconter. Et je disais, je trouve ça aberrant que on nous propose jamais les scénaristes, on nous propose pas toujours les showrunners, d'ailleurs, pas souvent, mais surtout, on nous propose pas, genre, pour une série historique, la costumière. Ce qui serait génial. On nous propose pas d'avoir le set designer. On nous propose pas d'avoir la personne qui a fait des VFX pour une série comme Fondation, par exemple. Ça aurait été super d'avoir quelqu'un qui nous parle des effets spéciaux. C'est des gens qui ne sont pas habitués à être interviewés sur le sujet et qui ont 1 milliard de trucs beaucoup plus intéressants qu'un acteur ou qu'une actrice à dire souvent, parce qu'on va pas se mentir, pas faire semblant. Beaucoup d'acteurs et d'actrices n'ont rien d'intéressant à nous raconter sur une série. Et on n'a pas beaucoup de questions très intéressantes à leur poser non plus, quand c'est juste sur une série. Et n'aiment pas l'exercice aussi, parfois. Ou parfois n'aiment pas, ou ils le font parce que c'est le métier, quoi. Ou ne sont pas bons, voilà, c'est pas leur métier, c'est être acteur ou actrice, donc ils aiment pas trop ça, la promo, et je peux les comprendre. Mais voilà, et on a un culte, on a un culte de l'acteur ou de l'actrice, et on a un culte du réal. Et on oublie qu'en fait, il y a des gens qui fabriquent une série derrière. Et que le réal, s'il a pas écrit la série et qu'il l'a même pas créée, moi, ça va m'intéresser, mais pas autant que d'avoir une showrunneuse ou un scénariste. Ouais, parce que là, du coup, quand tu fais l'interview de Shyamalan, au final, sur la série, il a réalisé quelques épisodes, il est producteur, enfin celui qui a imaginé le concept, mais c'est pas lui qui showrun. Alors, la série est créée par Tony Bass Gallop, mais ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, producteur exécutif, c'est pas producteur comme chez nous, et que lui, il participe vraiment à l'écriture de la série, à la création des trucs. Quand je vous parlais tout à l'heure de la maison dans Servant, où on n'avait pas exploré avant la saison 2 le grenier, et qu'on explore dans la saison 3 l'arrière-cour avec le parc derrière, lui m'a dit, depuis la saison 1, on sait très bien où on veut aller. C'est-à-dire que on sait qu'on va aller là-haut, on sait qu'on va aller derrière. Donc lui, il est pas juste là en réalisateur, il est pas juste là en producteur comme on pourrait penser en France. Le rôle de prod exé, c'est pas la même chose en France qu'aux États-Unis. C'est vraiment des gens qui réfléchissent à la série aussi. Lui, il est partie prenante dans la fabrication de la série, quoi. Il sait où il va, puis c'est pas n'importe qui Shyamalan, donc il va pas faire une commande, quoi. Il y a plein de réals qui font des travaux de commande, il y a pas de problème avec ça, il y en a beaucoup plus qu'on le croit d'ailleurs. D'ailleurs, quand vous leur demandez ça vous est venu comment l'idée, ils vous disent c'est pas mon idée, en fait on m'a dit tiens, on a une idée, on voudrait bien que tu le fasses. Lui c'est ça, c'est Tony Bass Gallop qui a eu l'idée super de Servante, et il l'a appelé, mais pas juste pour faire l'exécutant en gros, quoi. Il est là vraiment pour décider de choses, pour imaginer plein de choses, il y a des scénaristes et tout, mais c'est pas un rôle, c'est pas juste le mec qui va dire oui ça on fait pas, je mets de l'argent et puis salut. C'est pas un projet qui sort de son univers, de sa filmo, qui fait tâche, c'est un truc qui s'inscrit quand même pas mal dans ce qu'il fait d'habitude, quoi. Si on continue peut-être justement sur Story Series, puisqu'on est en train de parler de ça pas mal là, on est un peu curieux de savoir comment le projet, ça fait quelques mois en fait qui était sur du coup l'animation de sa série, si je me trompe pas, septembre 2021. Comment t'es arrivé sur ce projet, parce que finalement tu viens, on l'a dit au début de l'émission, de plein d'autres univers d'écriture et d'univers imaginaires, etc. Comment t'es arrivé chez Story Series, chez OCS? Les séries, ça fait bien 15 ans que c'est mon truc. J'écrivais sur les séries, dans plusieurs médias. Avec Close Up, on avait déjà fait plein de vidéos, notamment on faisait des recaps de Game of Thrones, on faisait des pourquoi c'est culte sur les séries cultes. Donc moi j'aime bien montrer ma tronche et incarner un truc et apprendre des choses moi en écrivant et les apprendre aux gens en les disant et mettre en scène des trucs, être un peu drôle et intéressante. J'essaye. À l'époque où il y avait la même semaine, alors je téléchargeais, c'était pas la télé, où il y avait Grey's Anatomy, Desperate Housewives, genre Big Bang Theory, The Office US et tout,
à cette époque-là à peu près, on va dire ces années-là, je me souviens qu'à un moment je regardais entre 12 et 15 séries par semaine. Ne me demandez pas comment j'avais le temps. Évidemment, je n'avais pas de mec ou de meuf, voilà, hein, clairement, parce que sinon je n'aurais Ah oui, pas non, pu. là, c'était voilà. pas... non. Voilà. Donc ouais, je regardais tout ça. Donc non, les séries, ça fait longtemps que j'aime ça et que j'ai la chance de pouvoir écrire dessus et en parler. Donc non, sur Story Série, bah en fait Charlotte Bloom, qui était l'animatrice depuis 4 saisons, je crois, de Story Série, bah s'est dit bah voilà, j'ai fait mon temps, j'ai envie de me consacrer à autre chose. D'ailleurs, elle fait des super docus qui s'appellent Art of Television. Elle en a déjà fait une saison et il y a la nouvelle saison qui va être présentée à Sérimania à Lille. Et d'ailleurs, je crois que cette nouvelle saison, c'est que sur des showrunneuses. Ah, bah voilà. Et ouais, je crois que c'est ça. Beau programme apparemment. J'ai pas les noms, même je pourrais pas vous le dire, mais je les ai pas. Apparemment, c'est très beau programme. Et ils sont super ces docus sur ce sujet-là. Et en fait, bah voilà, on est venu me contacter en me disant on a vu que tu avais déjà fait de la télé. Moi, j'avais été chroniqueuse cinéma sur Ciné+ pendant 3 saisons. Et puis voilà, comme je disais, j'ai écrit sur les séries depuis longtemps. Je fais des vidéos sur les séries. J'en parle dans des podcasts. Donc c'était, on est venu me chercher en me disant, ça t'intéresse ou pas de faire ça. Et du coup, comment se passe c'est toi qui décides de la sélection des sujets, de tout ça, ou c'est le poste, j'imagine, de rédactrice en chef. Ouais. Tu es laissé libre de ces choix-là? Alors je suis laissée libre. Après on est sur OCS, donc on a le droit de parler de plein de séries. Comme depuis le début de la saison, je parle de séries Apple, Disney, Canal+, Arte. Donc je suis assez libre là-dessus. Après évidemment on est sur OCS, donc il y a des séries sur OCS, il y a des super séries HBO ou OCS. Donc quand il y a, disons, je vais être tout à fait transparente. Quand il y a une série OCS qui me plaît pas du tout, bah j'en parle pas. Et évidemment OCS va me dire hey, tu vas parler de cette série là et on peut en discuter et je peux me tromper, hein, on peut me dire ça quand même serait bien et je vais regarder, je vais me dire en fait je me suis trompée, elle est vraiment bien cette série, donc on va en parler. Donc voilà, mais j'ai pas de on ne m'oblige pas à parler d'une série, on me dit pas c'est comme ça, c'est pas autrement. Et surtout pas que des séries OCS comme tu l'as dit. Non, voilà, je suis vraiment de toute façon vous regardez le programme de toute façon ça se ressent, ça se ressent dans les séries. Vous regardez le programme depuis le début de la saison, on a un paquet de séries pas OCS. On a 3 parties dans l'émission en général, sauf si on fait une spéciale. On a un sujet numéro 1 qui est donc la série principale dont on parle, avec moi j'interviewe des gens. Le numéro 2 c'est ce qu'on appelle une battle, donc c'est 2 journalistes qui vont parler d'une série qui est sortie, donc ça peut vraiment être n'importe quelle série récente. Et ensuite on a une petite Madeleine, donc on a un talent comme on appelle ça, donc un réal, une actrice, qui nous parle de sa série Madeleine de Proust, donc ça dure un peu moins d'1 minute et c'est assez rigolo comme exercice. Et voilà, donc moi je peux parler de ce dont j'ai envie. Quand OCS a un super beau programme de série, bah évidemment je vais en parler, je vais pas chercher ailleurs si là j'ai accès à des choses formidables. Donc non, je suis libre de ça. Donc moi j'ai ce qu'on appelle un conducteur, donc j'ai mon Excel avec écrit chaque semaine voilà ce que je vais avoir dans l'émission. Et j'ai une programmatrice qui s'appelle Laure Gignès, qui est absolument merveilleuse et formidable, et qui elle va contacter les RP en disant voilà bonjour, on aimerait bien avoir une interview pour parler de cette série-là dans l'émission Story Série, qui va contacter les journalistes pour faire les battles. Et puis voilà, après on a une super équipe de tournage, on a des prods qui organisent tout ça. Donc moi je suis en contrat avec une boîte de prod qui s'appelle Black Dynamite. Et cette boîte de prod fabrique 2 émissions pour OCS, sur OCS, donc Story Série et Story Movies, présentées par Sophie Soulignac sur le cinéma. Voilà. Et en termes de création, justement, de confection de ces émissions, moi, il y avait un sujet qui m'intéressait. J'étais curieux de savoir par rapport justement à ces interviews que tu peux réaliser régulièrement en visio. C'est un format qui a beaucoup évolué, évidemment, ces 2 dernières années avec la pandémie, etc., et qui existait peut-être d'ailleurs avant, mais on sent qu'il y a eu vraiment une évolution de la mise en scène de ces moments-là. Ça, c'est une première chose déjà. Et la deuxième chose, c'est... pour nos auditeurs et auditrices, vous n'avez pas vu, mais Nora nous a fait le signe d'une petite larme qui coule, et c'était un peu le sens de ma question. Est-ce que ce setup-là, qui, en tant que spectateur, semblait comme assez qualitatif, je trouve, est pour toi quelque chose qui permet de déverrouiller la disponibilité de certaines personnes qui, sans ça, seraient vraiment compliquées à choper, ou est-ce que ça reste un crève-cœur et évidemment une frustration de ne pas pouvoir être en plateau, ou en tout cas dans une pièce avec ces personnes-là?
Les deux, mon cher Guillaume, je déteste ça. Ah non, mais vraiment, c'est horrible. Ok. En fait, vraiment, faut se rendre compte. On peut pas se rendre compte. On peut se rendre compte seulement en faisant ce métier à quel point c'est horrible d'interviewer quelqu'un par Zoom. Ouais. C'est atroce, quoi. Enfin, il y a pas d'autre mot. Enfin, je veux dire, il y a pire dans la vie, évidemment, mais non, mais vraiment, c'est horrible parce que il y a rien qui, enfin, il y a pas ce truc qui passe d'avoir quelqu'un en face, qui vous regarde vraiment, vous, dans les yeux, et pas une caméra ou un truc en haut à gauche, en bas à droite et machin, ou ah tiens, je t'entends pas, il y a pas de son, et bidule, là, bah attends. Et puis on est humain, je veux dire, le contact humain. Quand on fait ce métier, le métier que je fais, quand on aime interviewer des gens, et quand on interviewe des gens, c'est qu'on aime le contact humain. On n'est pas timide, on aime bien, voilà, on est à l'aise. Et moi, j'adore rencontrer des gens, pas les voir par écran interposé. Donc c'est, comme tu dis, c'est un crève-cœur, c'est extrêmement frustrant de ne pas voir les gens parce qu'on sait très bien que, en fait, on peut en tirer beaucoup plus quand on est dans la même pièce que quelqu'un. On peut vraiment avoir des choses qu'il et elle ne nous diraient absolument pas en visio. Et je vais vous dire aussi pourquoi, c'est que déjà, alors évidemment, on est toujours chronométré quand on fait une interview, surtout quand c'est ce qu'on appelle donc un junket. Donc tout le monde à 5 minutes, c'est vraiment à la chaîne. Donc c'est l'horreur pour les talents aussi, d'enchaîner les interviews toute la journée. Toi, t'arrives, alors il y a souvent du retard, donc tu poirotes. Et donc t'as l'attaché de presse qui est derrière et qui te fait des signes en mode il te reste 2 minutes, 1 minute et tout. Là, c'est la même chose, sauf que t'as ton Zoom ouvert, t'as 4 personnes dans la salle d'attente, enfin, qui sont avec toi dans le Zoom, qui sont les RP, les agents, les machins, les publicités et tout. Donc tu sais qu'en fait, t'es scruté à fond, vraiment par 4 personnes, et t'as le chat qui s'ouvre et qui te dit plus que 2 minutes, plus que 1 minute, maintenant faut arrêter. Et en fait, on va me dire, oui, mais c'est pareil dans la vraie vie, tu viens de le dire, on fait des signes, mais c'est pas pareil, en fait, que d'avoir un truc qui pop, là. Là, t'as que les mauvais côtés, quoi. Ouais, et en plus, moi, je fais de la télé. Donc, il faut aussi vraiment se rendre compte que c'est pas pareil de faire un zoom quand on écrit un article pour le web ou pour le print, que quand on est en condition de tournage. C'est-à-dire que moi, quand je tourne un truc dans les conditions, alors si le truc, l'équipe est dispo à ce moment-là, je suis assise dans une salle qu'on a réservée, je suis maquillée, je suis habillée, j'ai 2 cadreurs ou cadreuses en face de moi, j'ai un micro, j'ai une maquilleuse là, enfin, voilà, donc on mobilise une équipe de tournage, pour des zooms qui peuvent durer. L'autre jour, et ça franchement, j'ai gueulé, une grosse série, junket avec 3 binômes, finalement il y en a un qui est plus là, on ne prévient pas, 5 minutes avec chaque binôme, donc j'ai 15 minutes d'interview en tout, j'ai attendu 4 heures. Pendant 4 heures, je peux rien faire d'autre, et j'ai une maquilleuse et 2 cadreurs qui peuvent rien faire d'autre. Et c'est pas prévu, ça dure 4 heures. Vous vous rendez compte, pour 15 minutes d'interview. Et en plus, les 15 minutes d'interview, je peux pas les exploiter en entier, parce que mon émission, elle a beau durer 15 minutes, le premier segment, il dure 8-9 minutes. Donc on va devoir couper beaucoup de choses, puis on met des extraits de la série et tout, donc c'est absurde. Alors que si j'avais été dans un junket IRL, en vrai, on va pas me faire attendre 4 heures en général, on attend quand même un peu moins que ça. Alors, on peut attendre 4 heures, mais bon. Bon, après, les junkets, c'est toujours c'est toujours chiant pour tout le monde, en fait. Mais oui, mais effectivement, Guillaume, oui, ça déverrouille totalement l'accès à des gens qui n'auraient pas pu se déplacer, n'auraient pas pu être disponibles. Mais le problème, c'est que là, depuis des ans, les talents et les agents et les RP, ils ont bien vu que c'était beaucoup plus pratique de faire des zooms que d'envoyer les gens en junket à Londres ou machin, voilà, ou de faire venir des journalistes. Donc je crois qu'en fait ça va rester la norme. Ça va devenir la norme. Et là par exemple, je vais enchaîner 2 festivals de séries, j'enchaîne fin mars la Série Mania à Lille, puis Cannes Série à Cannes. Et si vous saviez comme je suis heureuse d'être là-bas parce que je sais que je vais interviewer des gens en vrai, d'être sur un canapé, d'être en face, de se voir, de se faire salut avec le poing, ou juste de se voir, de voir la personne en vrai. Alors oui, c'est rigolo, c'est rigolo et c'est super intéressant d'interviewer Shyamalan, qui en plus avait un super chouette décor avec une baie vitrée derrière lui, et c'était canon, et puis il est hyper intéressant et tout, mais si j'avais rencontré Shyamalan en vrai, ça aurait été 10 000 fois mieux, en fait. Et le truc, c'est que quand vous avez des acteurs, actrices ou des talents, comme on dit, qui sont pas des très bons clients, comme j'expliquais au début, voilà, des gens qui sont pas allés dans l'exercice ou qui n'ont pas grand chose à dire ou qui sont un peu saoulés, en fait, en vrai, votre énergie à vous, elle débloque des trucs.
Alors que là, comme ça, il y a une petite truc zoom et tout, les gens ils voient pas où vous êtes, qui vous êtes, ils sentent pas l'énergie en fait. On ressent l'énergie chez les gens. Un truc, on sent, voilà, les gens quand ils voient quelqu'un qui est dynamique, souriante et tout, bah ça passe mieux quoi. Bah là, il y a rien qui passe dans le zoom. Et puis je vous passe les problèmes techniques, je vous passe les gens qui ont un setup dégueulasse, un micro dégueulasse ou une caméra dégueulasse alors qu'on fait de la télé. Donc pour un print ou un web, on s'en fout, mais pour la télé, bah faut quand même avoir une jolie image. C'est les RP qui se chargent d'enregistrer la vidéo de leur côté à eux pour les talents, de vous l'envoyer après. On n'a pas eu de problème encore, mais voilà, on espère, Inch'Allah, qu'il n'y en aura pas, parce que sinon, nous, on ne peut pas diffuser les images s'il y a un souci, si le son est pas calé, enfin bref. Donc c'est toujours relou, alors que quand vous êtes à un festival, vous avez vos cadreurs super, un ingé son, les gens ils sont micés, ils ont un micro, ils sont en face, les images elles sont belles et tout. En fait, l'émission, moi j'en suis fière parce que déjà, on a une super programmatrice donc et on fait des super choix. Moi, je suis contente qu'on me laisse cette liberté-là. Mais en fait, on fait des super images, quoi. Enfin, on a vraiment une équipe des équipes. C'est très clean, on en parlait avant. Ouais, c'est très clean. Ouais, franchement, il y a pas d'émission à la télé qui ressemble à ça. Et je suis fière de cette émission parce que il y a vraiment une volonté de la part de la prod de faire quelque chose de chialé, quoi. Vraiment des belles images, un truc, un joli. C'est pas parce que on a des zooms qu'on va juste voilà se contenter de mettre des zooms à la con machin. Moi quand je suis filmée, quand j'interviewe les gens, on fait un joli truc quoi. Et en festival, on essaie de faire des belles images aussi parce que bah c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est très important. Ouais. Pour terminer, une question un peu large. Donc tu parlais de Cannes Série qui arrive, de Série Mania. Globalement, c'est quoi tes attentes pour 2022 en termes de séries ? Alors déjà, moi j'aimerais qu'il y ait moins de séries. S'il vous plaît. Ah mais j'ai une mauvaise nouvelle, je pense que ça ne va pas aller dans ce sens. C'est horrible parce qu'on parlait de Peak TV il y a quelques années, mais en fait on n'a toujours pas atteint le Peak TV en fait. Non. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Non mais je crois que par exemple on me dit parfois mais t'as pas parlé de telle série, et je leur dis mais si vous avez le nombre de séries dont je ne peux pas parler parce qu'en fait il y en a 22 qui sortent par semaine. Je passe ma vie à regarder des séries de tout le temps. Je regardais tout le temps, voilà, tout le temps. Là, avec mon copain, on vient de se mettre à Battlestar Galactica. Ouh. Comme si j'avais le temps de faire ça, mais j'ai dit OK. Mais parce que ça me fait plaisir aussi, parce que là c'est une série pour le plaisir, je la regarde, et parce que j'avais commencé à la regarder il y a pas mal d'années, et j'avais regardé le début de la première saison, et j'avais pas eu le temps à ce moment-là, voilà, j'avais laissé tomber comme ça. Mais là donc, c'est mis. Mais en fait, déjà voilà, mes attentes c'est que il y a moins de séries, mais c'est vraiment ça sert à rien, c'est vraiment un vœu pieux quoi, ça sera pas le cas, ça va être de pire en pire. Non, en fait, moi j'aimerais bien qu'on arrête les remakes, les reboots, les préquels, les machins trucs là, j'en ai ras le cul. Il y a un paquet de gens brillants qui ont des idées brillantes, des scénaristes brillants qui veulent faire des choses originales et trop cool. Donc des adaptations, pourquoi pas, il y a des très bonnes adaptations, mais en fait, l'originalité, je vous en supplie, quoi. Prenez les gens qui sont là et qui ont des bonnes idées, il y en a plein, au lieu de nous refaire. Franchement, toutes les séries de l'univers Marvel, là, il y a un moment, il va falloir se calmer parce qu'en plus, je suis désolée, mais c'est quand même pas très bon. Hein. C'est divertissant, c'est bien, hein, c'est divertissant, mais Mandalorian, c'est divertissant, mais c'est quand même globalement pas terrible. WandaVision, j'étais hyper déçue en fait. Au-delà du gimmick de départ qui est rigolo machin, en fait je trouve ça très d'une vacuité voilà. Bon, il y a quand même un paquet de séries univers Marvel qui sont mauvaises ou complètement inintéressantes. Je trouve, c'est vraiment juste mon avis, hein, évidemment. Voilà. Je détiens pas la vérité, personne ne détient la vérité. Bien sûr. Mais j'aimerais bien, voilà, des choses originales en fait, parce que c'est facile en fait de faire 72 séries Star Wars en 10 ans en fait, mais je suis pas sûre qu'il y en ait un tiers d'intéressantes. Je vois pas trop ce que ça apporte à part, comme on appelle ça, du fan service, donc faire plaisir aux fans, quoi, comme beaucoup de films et de séries font aujourd'hui. Du divertissement, comme tu disais, quoi. Ouais, mais c'est bien le divertissement, c'est pas péjoratif. Oui, mais je pense que l'objectif n'est pas beaucoup plus. Ouais, mais je trouve ça dommage, en fait. Évidemment que je suis pas en train de dire qu'une série doit faire réfléchir à chaque fois, c'est pas, je m'en fous, moi, je regarde, je suis pas du tout snob, alors là, à l'inverse, je regarde plein de séries, voilà, parce que j'ai envie de déconnecter mon cerveau et que c'est du pur divertissement. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, on se demande pourquoi on fait une série aussi, c'est la question. Alors bien sûr, la réponse est souvent pour faire du pognon, visiblement.
comme on dit en anglais, on milk the cow, on traite la vache jusqu'à ce que la vache ait du sang qui sorte apparemment et qu'elle décède dans d'atroces souffrances parce qu'elle n'a plus de lait à donner. Cette pauvre vache. Quelle vision d'horreur. Quelle vision d'horreur, de rien. Non, voilà. Après, moi, mon souhait pour 2022, après, je sais qu'il y a des séries qui sortent. Enfin, voilà, j'ai déjà un programme série, je sais ce qui va sortir, il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est qu'on fasse des séries, voilà, où on raconte la diversité des expériences humaines. Et c'est le cas, de plus en plus de séries chouettes comme ça, qu'on ouvre cette industrie à plein de points de vue, à des gens qui n'avaient pas l'occasion de le faire avant, livrer leurs idées ou leurs points de vue ou leur expérience. Moi, effectivement, j'adore les séries SF, donc plein de séries SF, s'il vous plaît, ça c'est chouette. C'est vraiment un très très bon moyen de faire passer plein de messages et d'être divertissant et d'être intelligent et de parler de plein de sujets, c'est vraiment cool. Et de parler de l'altérité, de parler de justice, de parler de sujets politiques, scientifiques, de parler du futur, enfin c'est vraiment cool, c'est très très cool. Et j'espère aussi voir pas mal de séries qui soient pas des séries anglo-saxonnes, voilà, ça serait bien. Et Arte le fait très très bien d'ailleurs, Arte, Canal+ commence à le faire aussi, mais Arte le fait très bien, ils ont un super catalogue gratuit sur Arte, enfin gratuit, la redevance, mais entre guillemets gratuit, sur arte.tv, il y a plein de choses et ils ont une sur super... YouTube, sur ouais, YouTube, tu voilà. as parlé de En Thérapie dans Story Série par exemple. Ouais. C'est Arte, c'est un très bon vivier, ouais. Ils ont plein de séries norvégiennes, suédoises, espagnoles, enfin vraiment ils sont très très forts, australiennes, pour sortir des sentiers battus. Et je crois que c'est l'avenir. On voit bien qu'il y a une grosse appétence des gens, et on le voit bien avec Netflix, par exemple, avec la folie Squid Game, la folie Casa de Papel. On voit bien que les gens ont envie Lupin, aussi, tant qu'à faire. Oui, exactement. Qui a eu un gros succès. Ouais. Et on voit en fait qu'en France, par exemple, il y a une appétence pour ces séries qui sont pas des séries de l'hégémonie anglo-américaine, qui peuvent être très bien, évidemment, mais bon, ce serait bien de voir ailleurs si j'y suis, et voir un peu comment ça joue. Je trouve intéressant, par exemple, de voir comment on est surpris et surprise par le jeu d'acteurs, par exemple, dans des séries asiatiques, notamment les séries chinoises et japonaises. Moi, à chaque fois que j'en vois, je me dis ah oui, mais tiens, c'est vrai que pour nous, en France, ça nous semble un peu parfois outré le jeu, ou bien on trouve qu'il y a beaucoup de musique. Et je trouve ça hyper chouette parce que aujourd'hui, les jeunes qui regardent des séries, qui ont accès à toutes ces séries qui sont pas européennes ou bien pas anglo-américaines, vont pouvoir développer des imaginaires tellement foisonnants et tellement inattendus et des façons de fabriquer des séries et d'imaginer des séries où ils vont piocher un peu partout. Et ça, je suis hyper enthousiasme et optimiste pour le futur des séries, parce que je crois qu'on va vraiment vers... alors encore faut-il qu'on leur donne les moyens de les réaliser, mais on va vraiment vers des gens qui... vers de plus en plus de coproduction aussi, entre pays, et ça c'est trop cool. Ça j'aime bien. Arte va en faire beaucoup, Canal commence à en faire. Pour moi ça c'est un truc très cool, les séries qui est en train de se passer, c'est les coprods. C'est l'avenir, clairement. J'aime bien les formats courts, j'aimerais bien aussi plus de formats courts. Ça m'intéresse beaucoup, et le genre, voilà, moi j'aime beaucoup le genre, donc des séries d'horreur s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que là on est quand même, il y a une pauvreté. Alors, en SF ça y est, on commence à avoir des trucs très cool et tout. En fantasy évidemment, j'attends comme tout le monde le mois de septembre Le Seigneur des Anneaux, voilà. J'attends aussi House of Dragons, voilà, qui sera sur HBO. J'attends ça, mais l'horreur. J'attends l'horreur. Merci de nous donner de l'horreur. Je suis très très friande de ce genre-là, et je trouve qu'il est relativement inexploré en série. Il y avait des tentatives assez mauvaises, mais aujourd'hui on a des très bons films d'horreur dans une diversité qui est hyper intéressante. On a du Get Out, comme on a un de mes coups de cœur qui est The Witch, que j'ai trouvé qu'un de mes films préférés. On a plein de choses à faire, et je me dis tiens, pourquoi est-ce que... Et Servant, c'est une série d'horreur, c'est une série horrifique, mais je trouve qu'on est encore un peu faiblard sur le sujet. J'aimerais bien qu'on s'y mette. Et est-ce que tu aurais une petite reco justement à faire à nos auditeurs et auditrices récemment, là, une série un peu du moment, peut-être en horreur justement, parce que c'est pour le coup, Guillaume, c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup. Bah oui, alors effectivement, Servante, là, la saison 3 qui est sortie, ouais, mais tu conseilles, ça c'est vraiment, je conseille. J'ai un peu moins aimé la saison 2, mais la 3, ça part fort, et ça finit fort. Elle est pas finie, moi j'ai eu accès aux screeners parce que je suis journaliste série, mais la fin est assez waouh. Et sinon là, il y a une série qui est absolument
formidable. Il y en a 2. Ok, j'ai 2 coups de cœur. Il y a donc une série vraiment très folk horror, un peu Lost, qui s'appelle Yellow Jackets, qui n'est pas sur les gilets jaunes. J'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, Jackets, ça veut dire une guêpe en anglais aussi. C'est sur Canal+ en mars. Et c'est une série, le pitch, donc c'est sur 2 timelines, une dans les années 90 et une aujourd'hui. Et le pitch, c'est une équipe de foot de lycéennes qui se crache en avion au milieu de la forêt canadienne. Et donc c'est un survival, quoi. Donc il y a un truc survival, mais donc il y a un côté folk horror avec... dans une forêt, des rites un peu païens, avec des runes, avec une espèce de truc un peu maléfique, on sait pas trop ce qui se passe. Et la timeline contemporaine, c'est quelques survivantes à ce crash, en fait, qui sont adultes et on va les faire chanter en disant « Je sais ce que t'as fait » parce que on sait qu'il s'est passé des choses pas très classe là-bas. Et donc, c'est pas du tout une mini-série. La saison 1, moi je l'ai vue en entier parce qu'elle a été diffusée aux États-Unis déjà. C'est hyper bien, la fin est super, vraiment... En fait, la meilleure timeline, c'est celle des années 90, c'est le survival dans la forêt. C'est vraiment c'est Sa Majesté des Mouches, rencontre Lost, rencontre du folk horror, c'est formidable. Et mon deuxième, c'est donc une série sur Apple, là, qui vient de sortir, qui s'appelle Severance. Ça veut dire séparation. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je sais pas si les gens connaissent la Blacklist à Hollywood. La Blacklist, c'est une liste qui est faite chaque année, donc c'est pas un truc officiel, c'est pas genre le top 10, quoi. Mais c'est une liste des meilleurs, c'est des gens de l'industrie qui, en gros, établissent cette liste. C'est la liste des meilleurs scénarios qui n'ont pas trouvé de producteur ou de productrice. Et il y a un sous-genre de cette liste qui s'appelle la Blood List, qui est les meilleurs scénarios horreur ou thriller qui n'ont pas trouvé preneur. Et Severance, c'était donc Dan Erickson, qui est un inconnu, le mec qui a rien fait avant et tout, qui a écrit ce script et qui était le numéro 1 de la Blood List 2016. Donc vous voyez combien de temps il faut pour faire une série. Et c'est Ben Stiller qui produit et qui réalise la moitié des épisodes, ou les 3/4. Ouais. C'est avec Adam Scott, que j'adore. Gros casting. Ouais, très gros casting. Patricia Arquette qui est bien terrifiante dedans. Et c'est une série, donc Severance, ça veut dire séparation en anglais. Et pareil, le pitch, et j'adore ce genre de pitch. Donc il y a un côté un peu... pas SF, mais il y a un côté dystopique, et j'adore les dystopies et les uchronies aussi. Et donc c'est dans un futur très proche, finalement, ça pourrait même être aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de spécialement futuriste dans la série. C'est une multinationale... un peu biotech. On sait pas trop ce qu'ils font, mais on se dit que c'est un peu biotech. Y a une ambiance un peu John Malkovich, un peu Matrix dans les locaux. Et donc, c'est une équipe des employés de cette société qui ont eu recours à une procédure qui s'appelle Severance, où on leur a implanté, donc c'est eux qui sont tout à fait d'accord, hein, c'est complètement volontaire, on leur implante une puce dans le cerveau, un petit implant, qui fait que dès qu'ils sortent des locaux de l'entreprise, ils ne peuvent pas se souvenir de ce qui s'est passé dans l'entreprise. Et inversement, c'est-à-dire que, et donc, ils ont leur vie privée, donc ce qu'ils appellent leur outie, donc la personne de l'extérieur. Et en fait, dès qu'ils entrent le matin dans l'ascenseur, chploum, la capsule s'active et ils oublient, donc ils savent pas s'ils ont des enfants, ils savent pas ce qu'ils ont mangé la veille, ils savent pas s'ils ont une blessure, ils savent s'ils sont blessés chez eux en coupant un oignon, ils savent pas, en fait, ils voient qu'ils saignent, mais ils savent pas pourquoi. Okay. Et inversement, quand ils sortent, en fait, ils sont incapables de reconnaître leurs collègues à l'extérieur. Ils savent pas ce qu'ils font comme travail, en fait. C'est génial. Et alors, je vous jure, ça fait longtemps, j'ai vu la série en entier, ça fait très longtemps que j'avais pas vu une série aussi bonne. Mais là, on parle de tout. Le casting est formidable, les thèmes musicaux, la musique est hallucinante, c'est ultra anxiogène, c'est filmé, mais alors, on est en termes de réel, on est quand même en plane, et c'est très très bien écrit, quoi. Vraiment, c'est super. Énormément de suspense, c'est pas de l'horreur, mais il y a vraiment un truc un peu d'anticipation, avec toute cette réflexion autour du travail, le travail aliénant, le libre arbitre, qui on est vraiment, parce que en fait c'est comme s'ils avaient 2 personnes en une personne, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leur ini et leur outie, et donc il y a tout un truc sur la manipulation, sur l'exploitation par le travail, enfin c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça c'est énorme coup de cœur de début d'année. Ok, ça donne envie. On nous a dit dans l'oreillette, avant cette émission, Briac, qui n'est pas là du coup pour cet épisode, nous a très clairement dit que nous ferons une émission sur cette série. Ah ouais, il faut, franchement. Il nous a pas laissé le choix, a priori.
À noter du coup que elle est diffusée sur Apple TV+, à partir depuis quelques jours là en fait, depuis le 18 février. Tout comme Servant, dont tu parlais juste avant. Ouais, on dirait que je suis mandatée par... non, c'est Canal+, Yellow Jackets, donc ça va, je suis pas... C'est ça, Yellow Jacket, par contre, est disponible sur Canal+. Va être disponible là, c'est en mars. Yellow Jacket, c'est en mars que ça sort. Et juste pour finir sur Apple, parce que quand même, en termes de SF, ils commencent à se positionner très très fortement là-dessus aussi. Il y a évidemment la série For All Mankind. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui l'ont pas regardé... Mais c'est quand tu parlais du truc, genre avec mon copain, on est hyper dans la technicité du truc, dans ma tête, j'ai pensé à cette série directe. On en avait parlé aussi pour Spoilers, donc tu remets une pièce dans la machine toi aussi, c'est génial. Alors, je suis un peu plus mitigée sur certaines facilités scénaristiques et sur des personnages que je trouve absolument insupportables et sur les bluettes qui me rendent folle. En fait, je crois que voilà, si un de mes souhaits pour 2022, c'est qu'on arrête de mettre des romances dans les séries où on en a rien à foutre en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour que ça va m'intéresser. Donc en fait, il y a des très très bonnes séries où il y a un truc qui me gâche le plaisir. C'est nous mettre des personnages qui soit sont des ex, soit il y a une histoire d'amour et en fait on s'en carre mais complètement. Donc arrêtez de vouloir nous mettre des romances tout le temps là ou des espèces de drames dont on se fout mais comme l'an 40, moi je veux du terrorisme russe sur la lune, je veux une guerre sur la lune dans For All Mankind. C'est ça qu'on attend tous en fait, on veut la guerre sur la lune. Voilà, et c'est vraiment voilà, moi j'aime beaucoup les uchronies et les dystopies. Là c'est vraiment une super série sur qu'est-ce qui se serait passé, donc pour ceux qui connaissent pas et ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qui se serait passé si les Russes avaient posé le pied sur la lune en premier, s'ils avaient gagné cette guerre des étoiles dans les années 60. Et pour le coup, on parlait tout à l'heure de représentation, il y a beaucoup de personnages féminins, il y a tout un truc sur la course par pur opportunisme et par pure politicienne de mettre une femme sur la lune en premier, d'être le premier pays qui mettra une femme. Et la série se poursuit dans les années 80 et c'est vraiment vraiment super bien fichu. Voilà, il y a juste des personnages que j'ai envie de gifler régulièrement et sinon ça va. Chaque saison sera une décennie, a priori c'est un peu ça l'idée, donc justement avec les années 90, les années 2000 et puis potentiellement la prolongation de tout ça sur Mars potentiellement. On a une capsule du calendrier de l'Avent présentée par Lloyd Cherry si vous voulez aller un peu plus loin sur cette série qui est création de Ronald D. Moore qui avait créé Battlestar Galactica également. Très bien, merci beaucoup Nora pour cet entretien. Merci à vous. Petite auto-promo pour toi si tu veux. Quelle est ton actu du moment ? Mon actu, plein de trucs que j'ai pas encore le droit de dire, parce que c'est pas signé, c'est pas diffusé, c'est machin. Mais bon, vous pouvez me retrouver sur OCS tous les lundis, dans Story Série. L'émission, elle est mise sur YouTube, dès le lendemain, donc gratuitement, si vous n'êtes pas abonné à OCS. Et puis Pionnière, qui est donc une série dont on parlait tout à l'heure, sur les femmes oubliées de l'histoire du cinéma, qui est dispo sur YouTube, sur le compte Close Up. Je l'ai mis aussi sur mon compte Insta à moi. Ça va représenter à peu près combien d'épisodes cette série ? Pionnière, ouais, parce que de toute façon on a déjà tout fini, tout est fini depuis longtemps en fait, ça fait 2 ans qu'on a fait ce truc là et avec le Covid et tout ça a été compliqué, voilà, mais moi ça fait 2 ans que je les ai écrits, un peu moins de 2 ans que je les ai écrits, et alors je me souviens plus si on est à 9 ou 10 épisodes, je sais jamais, à chaque fois j'oublie, 9 ou 10 épisodes, un truc comme ça. Actuellement diffusé tu veux dire ou à diffuser ? En tout, la saison comptera 9 ou 10 épisodes, mais là on en est au 5e, je crois. Écoute, oui, c'est ça. Voilà, et c'est tous les samedis, c'est ça. Et c'est tous les samedis. De toute façon, la liste, elle est dans la description sur YouTube. On a mis la liste, il y a pas de teaser, je veux dire, on a mis les noms des femmes qu'on allait traiter. Et donc voilà, c'est tous les samedis à 11h, je crois, que c'est mis en ligne sur YouTube, gratos. Vous pouvez aller voir et vous pouvez partager si vous aimez, parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà, et sinon, si vous êtes là à Sérimania et à Cannes Série, venez me dire bonjour. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens et de discuter. Très bien. C'est bien noté. C'est parfait, merci beaucoup. De notre côté, niveau promo, du coup, l'émission Spoiler, saison 3 qui continue. Pour nous retrouver, c'est sur nos réseaux sociaux. Guillaume est aux commandes du Twitter, et qu'il anime ça d'une main de maître, donc allez lui faire un coucou. Et sinon, les podcasts disponibles sur toutes les plateformes, évidemment. N'hésitez pas à partager tout ça, à mettre un petit avis sur Spotify notamment, Guillaume. Je voyais que tu avais tweeté ça il y a quelques jours. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à noter Spoiler si vous voulez nous soutenir. N'hésitez pas, c'est un énorme plus pour nous. Donc voilà. Merci encore Nora. Merci à toi. Merci, salut. Salut, on vous dit à très vite dans une future émission Spoilers. Salut. Salut.